République? Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Friedrich Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Messieurs, dames, bien le bonjour, chers amis, bonjour à tous. Bande d'affreux Jojo, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes au taquet. C'est le mercredi 8 janvier 2025, aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 janvier 2025, ce 413e Juste Bistrot du nom, c'est magnifique, voilà, l'aventure continue plus que jamais en cette nouvelle année 2025 les copains. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Voilà, comment commence l'année de votre côté? Est-ce que tout le monde a repris le boulot? Voilà, dites-moi un petit peu qui fait quoi? Est-ce qu'il y en a certains qui sont encore en vacances? Est-ce qu'il y a encore des branleurs dans cette communauté? Allons-y franchement, allons-y gaiement les amis. Mais aujourd'hui, en plus, émission musclée. Émission musclée, en plus, aujourd'hui, les amis, on va parler de beaucoup de choses. On va revenir sur l'affaire Didi, Puff Daddy, on vous l'appelez comme vous voulez. Il y a plein de nouvelles informations qui, curieusement, ne font pas la une alors qu'elles le pourraient. Et on va parler également d'une autre affaire en France qui devrait exploser sous peu, enfin, on l'espère. Une affaire similaire à celle qui a eu lieu, qui a été jugée il y a peu du côté de Mazan. Et là, comme ça touche pas au prolo, on n'en parle pas beaucoup. Donc, on va parler de tout ça, les amis. On va également parler de quelques petites actualités pour l'échauffement. On va revenir sur la mort de Jean-Marie Le Pen. On va parler de LCI qui a parlé de notre sujet d'hier, de ces histoires de gangs de violeurs en Grande-Bretagne. On va parler de tout ça, les amis. Alors, pour commencer, voilà, je prends vos messages dans le chat. Bonjour à tous, les amis, installez-vous confortablement, voilà, c'est le plus important, de se détendre, on se détend un petit peu, on est bien, voilà, on est ensemble, on est détendu. Qui dit quoi aujourd'hui? On a, on a quoi bonjour à Shizuneko, premier message sur le chat, bonjour camarade, bonjour à toi. Mon Karim que j'embrasse qui dit je suis en maladie, la grippe. Merde, j'espère que tu vas bien mon Karim. Courage. Bonjour également à Brigitte 351 pour un premier message sur le chat qui dit bien le bonjour et bonne année. Bon ben voilà, bien le bonjour et bonne année ma Brigitte. Mister Serizawa 76 qui nous dit force et honneur en la mémoire de Jean-Marie Le Pen, pupille de la nation, combattant français, résistant, député de la nation, père de famille, chef de parti. Sa volonté lui survivra bien au-delà de sa propre vie. Tous ceux qui dansent sur le cadavre de ce vieil homme sont des traîtres à la nation qui méritent d'être éliminés. Peut-être un petit peu dur, mais bon, tous les avis sont sur juste milieu. Nous devons d'être respectueux devant la mort en tant que Français patriotes. Voilà, boum, Mister Serizawa, il en a gros sur la patate. Il avait envie de lâcher l'info, donc c'est dit, c'est passé. Merci à Logan, 1576 pour le subprime 26e mois. Merci camarade. Lab17 qui a aussi un message à nous faire passer, qui nous dit salut tout le monde et vive le flan pâtissier. Voilà, il a raison. Bravo à toi, bravo camarade. Merci à Aviator, 2905 pour le sub, 34e mois. Et mon Antoine Job, que j'embrasse, qui dit pareil, malade. Covid depuis une semaine, plus de goût, oreille bouchée, la vie est belle. Ah, merde. Ça existe encore le Covid. Est-ce que t'es pas un peu réactionnaire? Est-ce que t'es pas un peu conservateur? Est-ce qu'aujourd'hui, attraper le Covid, c'est pas une position d'extrême droite? Est-ce qu'il n'y a pas un côté c'était mieux avant? Je pose la question. Parce que je trouve qu'il faut quand même se méfier de ces positions-là. Il y a un côté un peu réac, un peu vieux réac qui m'interpelle. Mais voilà, libre à chacun évidemment de faire comme il l'entend, bien évidemment, les amis. Alors, c'est vrai que c'est saut 2020, nous dit 20K91 que j'embrasse. C'est saut 2020, le Covid, évidemment. Et Angry Horseman qui dit j'ai tellement mangé de galettes que j'ai de la frangipane à la place du sang. Première info aujourd'hui, ce soir, je mange une galette. Et ça fait plaisir. Et là, je suis heureux, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux, William Scheller, excellente chanson, évidemment. Ah ouais, je suis content. Ah, ma mieux, elle m'a dit, je vais acheter la galette et tout. J'ai dit, parfait. Tu comptes en avoir? Elle m'a dit, ah oui, on partage. J'ai dit, merde. Prends-en deux alors dans le doute. Voilà, une info importante qui tombe. Bon anniversaire à Olimarin21 qui dit Rémi, j'ai fêté mon 50e hier. Joyeux anniversaire, 50 ans plus un jour. Voilà, ça fait plaisir. Il faut aussi fêter les 50 ans plus un jour. Bon anniversaire camarade, évidemment. Et 20K91 qui dit raclette galette tout en légèreté. Ça c'est bien. Raclette galette, déjà la sonorité comme ça. Raclette, galette, qu'est-ce que j'aime ta couleur, galette. Après, voilà, j'ai pas dit que j'allais faire de la chanson. Et Bayer92 qui dit les Suisses font la galette des rois, évidemment, pour rendre hommage à l'Élysée. On fait la galette des rois, évidemment, la galette du roi, qui a été renommée d'ailleurs.
Bien évidemment, alors le problème de la galette des rois à l'Élysée, c'est qu'il n'y a pas qu'elle qui est fourrée. Alors, on y va sur les actualités, les amis. Pas mal de choses aujourd'hui, deux grosses affaires sur lesquelles je veux revenir avec vous. Il y aura deux grandes parties dans cette émission. C'est bien organisé, hein. Il y a un côté grosse tête, là, c'est calibré, on a des séquences, on a tout ça. Merci à Jujukai pour le subprime, 29e mois, merci beaucoup. Et on commence dans les actualités un peu pour l'échauffement avec une vidéo qui est sortie, je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de ça parce que c'est à la fois cocasse, mais à la fois tellement symbolique de notre époque. Je prends dans le chat parce que les gens s'énervent. Je lis pas tous les messages. Alors, ils s'énervent. Il y a dans ton milieu qui dit bon bah je vais avoir un 5e enfant. Il s'en fout. Ah ben non, félicitations. J'avais pas vu. Calme-toi. Il y a plein de messages. C'est l'euphorie dans le chat. Vous êtes des millions à regarder cette émission. Peut-être un jour, ça arrivera. Eh ben, bravo, félicitations. Vive les futurs parents x5. Donc ça fait plaisir. Voilà, puis à la CAF, paf, ça c'est jackpot. Et voilà, on adore. Ça fait plaisir. Félicitations, camarades. Non, blague à part. Bravo, 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 camarades. Vive la natalité, le réarmement démographique, hein, comme disait le président de la République. Il faut baiser, hein, en d'autres termes. Il faut féconder un max. Bien évidemment, c'est très important. Voilà, hein, tous ensemble. Hey, voilà. Alors, on y va sur la vidéo que je voulais vous montrer. Donc suite à la mort de Jean-Marie Le Pen, on en a parlé hier, on a eu aujourd'hui la réaction de Marine Le Pen qui s'est fendue d'un tweet plutôt joli, plutôt bien formulé, tiens je vais vous le lire, je trouve que c'était joli, puis c'est voilà, plein d'émotions, c'est son daron, c'est le papa, hein. C'est le papa quand même, hein. Donc voilà, je vous montre, hein, le tweet, il est là, tac, attendez, je sélectionne mon écran, voilà, pim, pam. Voilà, tac. Tata Le Pen, elle nous a écrit: un âge vénérable avait pris le guerrier, mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre. Beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mère, papa. Non, c'est beau. Non, c'est beau. C'est beau, ça, voilà, c'est beau, on salue. Merci à Steph C pour le subprime, 27e mois. Alors, c'est vrai que après voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on en a déjà parlé hier, hein. Je suis mitigé, I am mitiged sur ces histoires il y a eu des apéros à Paris, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des gens qui se sont réunis, notamment à Paris, hein, pour célébrer, hein, pour faire des apéros, pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Et il y a des gens qui ont chanté, écoutez, bah, je vous le mets, vous allez voir, hein. Voilà, hein. Ça chantait Jean-Marie, on l'a eu, et le prochain, c'est Bardella. Apparemment, menace de mort en direct, parce que le type a 29 ans, donc normalement, il va pas crever demain de vieillesse, tu vois. Donc, bon, hier, j'étais un peu partagé, je voulais attendre de réfléchir à froid, hein, sur ça, et de vous proposer une réflexion un peu plus à froid. Merci à Igerne, de 14 milieux pour le sub, tout nouveau sub, merci beaucoup. Mais, bon, j'ai quand même l'impression que ça en dit quand même long sur les mentalités de notre société. Est-ce que c'est une question de clivage politique? Je pense qu'il faut mettre la question sur la table, hein. Est-ce que on a aujourd'hui, du côté gauche, du côté extrême gauche de l'échiquier, des gens, évidemment pas tous, qui ont enterré une forme d'éthique politique, une forme de respect, où l'ennemi se respecte, y compris dans la mort, hein. C'est d'ailleurs ce qu'avait tweeté Jean-Marie Le Pen, hein, quelque chose comme ça au moment du décès de Jacques Chirac. Et peut-être qu'à gauche, à l'extrême gauche, on oublie cette forme de décence, où le combat politique prend le pas sur tout le reste, nous permet d'oublier toutes les valeurs. Mais il faut rappeler que même sur le champ de bataille, hein, on respecte l'ennemi, y compris dans la mort, on enterre les morts, hein, sur le champ de bataille, on enterre les corps des ennemis. C'est une règle d'honneur sur le champ de bataille. On verra, hein, quand ça va être au tour de Mélenchon de passer sous la fourche de la grande faucheuse. Est-ce qu'on va avoir des gens de droite et extrême droite qui vont célébrer? On ne peut pas le dire pour l'instant, on verra le plus tard possible, évidemment. Mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui, de gens à gauche, à l'extrême gauche, d'une minorité, assurément, mais représentés par des gens de premier plan, hein. Louis Boyard, qui a dit que Jean-Marie Le Pen ne méritait aucun hommage, c'est son tweet d'hier. Je pense que oui, il y a des gens qui ont
mis devant tout le reste, leur combat politique, leurs convictions. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui démontre, en fait, à mon avis, toute la supercherie, en fait, de ce renversement des valeurs, c'est un renversement des valeurs qui n'est même pas cohérent avec leur propre combat. Parce que si vous regardez les gens qui étaient rassemblés dans les apéros à Paris ou dans les grandes villes, vous avez que des bourgeois. En tout cas, vous avez que des blancs, hein, pour le dire très clairement. Vous avez très très peu de noirs et d'arabes, pour reprendre les termes de Jean-Marie Le Pen, hein, et très très peu de gens issus de l'immigration, pour reprendre des termes plus corrects. Donc c'est là où en plus, on est plus proche de South Park que de Che Guevara en termes de combat politique. Si vous voulez, on est face à des gens qui n'incarnent même pas ce pourquoi ils prétendent se battre contre Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire l'antiracisme, l'égalité, l'intégration, tout ce que vous voulez. Donc il y a une forme d'indécence incohérente qui est assez curieuse et qui d'ailleurs s'est manifestée avec la vidéo que je voulais vous montrer. Pareil, qui honnêtement m'a fait rire jaune parce que elle incarne ce que je vous dis là. Après, je prendrai vos messages dans le chat pour parler de ça, les amis, hein. Et si vous voulez intervenir, bah, évidemment, qui dit nouvelle année, dit retour de la radio libre sur Discord, juste milieu, pour le Juste Bistrot. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour donner votre avis, hein. Le Discord juste milieu, vous venez dans le salon vocal général pour papoter, et surtout, notamment sur cette question-là des gens qui ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen, savoir un peu ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir d'autres sons de cloche. Mais d'abord, la vidéo en direct de la rédaction de Libération. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier au moment de choisir la une? Âme de carence. Il y a voilà, si des gens ont besoin, moi j'en ai plein des nutriments sur moi. Je suis gros, donc je donne, hein, je suis de gauche, je tends la main, je tends le gras, je tends tout ce que vous voulez. Mais comme disait Manuel Valls, tu me mets quelques white, quelques blancos, hein, parce que là, moi, ce sont des termes que je n'aime pas, hein, parce que compter les gens en fonction de leur couleur de peau, je pensais que c'était du racisme. Mais comme Libération passe beaucoup de temps à faire ça et que plus largement une frange de la gauche idéologique actuelle, enfin de la néo-gauche, comme j'aime bien reprendre le néologisme de Michéa, Jean-Claude Michéa, excusez-moi. J'aime bien reprendre le néologisme de Jean-Claude Michéa. J'aime pas ces termes-là, j'aime pas compter les gens en fonction de leur couleur de peau, mais là, dans cette conférence de Libération, vous n'avez que des blancs. Vous n'avez que des blancs. Donc c'est terrible à dire, mais c'est ce que je vous expliquais juste avant. Ils n'incarnent pas ce qu'ils prétendent défendre. Et c'est là toute la supercherie de ces combats qui ont été récupérés par des gens qui n'en ont rien à foutre. Qui n'en ont évidemment rien à foutre. C'est-à-dire que si et je le dis, et je signe et persiste en mon âme et conscience, si les journalistes de Libération en avaient quelque chose à foutre des Noirs et des Arabes, il y en aurait dans leur bureau. Pour le dire très crûment et de manière un petit peu agressive, mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que et qu'on me prouve le contraire. Parce que là, sur la vidéo relayée par Quotidien, il n'y en a pas un dans ce qu'on voit. Et je le redis, je n'aime pas ce que je suis en train de dire parce que c'est du racisme pour moi, de compter les gens en fonction de leur couleur de peau. Mais c'est une méthode qu'aime plutôt bien Libération. Donc, appliquons les méthodes de Libération à Libération, et voilà ce que ça donne. Ça n'est pas sérieux. Pour le bon mot, mais qui est quand même une réalité de terrain, Libération réalise peut-être le rêve de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire de n'avoir que des blancs, si tant est que ce fut réellement le rêve de Jean-Marie Le Pen. Je le dis pour la blague plus qu'autre chose. Mais là, vous mettez la même rédaction chez Valeurs Actuelles, le lendemain, vous avez la une de Libération qui dit « Mon Dieu, Valeurs Actuelles, le recrutement au faciès, racisme, blanc... » C'est pour ça, en fait, c'est pas plus compliqué que ça, si vous voulez. Il n'y a pas de grande bagarre, vers lesquelles aller sur ces questions-là, parce qu'en vérité, ils incarnent leurs propres contradictions. C'est ce qui est intéressant dans le débat actuel. C'est ce qui est très intéressant. C'est que, est-ce qu'il faut vraiment écrire des livres, des tribunes, des machins? Il faut voir ce qu'on voit. Cette bonne phrase de Bossuet que je vous cite depuis l'année dernière, le plus dur est de voir ce qu'on voit. Voilà. Et là, il faut voir ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il faut voir que Libération s'incarne avec un entre-soi bourgeois blanc qui ne représente que certains quartiers gentrifiés de Paris. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, voilà, ils font leur petit combat contre Jean-Marie Le Pen, voilà, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais c'est un peu rude à dire. Mais aujourd'hui, le Front National est peut-être, dans la construction politique, dans les membres, le Front National est sûrement plus inclusif que Libération. Et je sais, ce que je vous dis, je suis le premier choqué. Mais faisons les comptes.
quitte à faire, si vous voulez, quitte à faire, à adopter des comportements racistes et compter les gens en fonction de leur couleur de peau, moi j'aimerais bien faire un jeu, c'est de prendre l'état-major du RN, voir le pourcentage de blancs, et prendre le comité de rédaction de Libération et voir le pourcentage de blancs. Et qu'on rigole une bonne fois pour toutes, quitte à faire des statistiques ethniques, hein, ce qui est théoriquement interdit, mais ce qui est parfois autorisé quand il s'agit par exemple de compter les présentateurs à la TV issus de l'immigration. Moi j'aimerais bien qu'on le fasse en comparant l'état-major du RN et en comparant Libération. Et voilà, je crois que c'est pas plus compliqué que ça, et c'est vraiment un hasard de l'histoire et comment dire, une fenêtre médiatique assez ironique, qui est de dire que, en fait, le jour du décès de Jean-Marie Le Pen, on se rend compte que Libération, qui a toujours prétendu combattre les idées de Jean-Marie Le Pen, en est la meilleure incarnation, l'entre-soi blanc bourgeois. Et c'est vraiment voilà, le clin d'œil de l'histoire qui retiendra ça, qui retiendra cette histoire-là. Donc Libération, on vous embrasse, évidemment, on vous embrasse, on vous salue, merci pour tout, hein, c'est que du bonheur. Voilà. Sur ce que je peux vous dire là-dessus, les amis, n'hésitez pas, je le redis, hein, si vous voulez réagir à ça, à venir dans le Discord, juste au milieu. Attendez, faut que je tape un truc /Discord, je crois, pour vous mettre le lien. Ah, point d'exclamation. Ah putain, à chaque fois je me trompe. Oh là là, ça m'a. Ah ouais. Putain. Ah ouais, ça a marché. Bravo. Point d'exclamation Discord. Voilà, c'est tapé, le lien est là, merci. Et voilà, il est là, bonne année, Edouard. Voilà, je le dis en direct devant la France. Merci. C'est vrai qu'on est très blanc aussi dans ce bureau, faut le dire. Aïe. On est un peu Libération. C'est vrai que Alors là, je peux partir en rêve. Aïe, aïe, aïe. On est à 2 doigts d'être Libération. Merde, là tu es. Bon, après, on n'a jamais encouragé la pédophilie, donc ça fait une différence. Bon, allez, paf 2025, ça balance. Ouais, super. Allez. Je prends les messages, les amis, dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Venez sur Discord pour ceux qui veulent intervenir dans le salon général. On a Gilomax92 qui dit: ce qui est pathétique, c'est qu'ils reproduisent les schémas des personnes qu'ils combattent. Ils sont complètement illégitimes. Ben, tu vois, je pense que petit à petit, il va falloir arriver à une autre réflexion. Je m'arrête au premier message parce que je le trouve très intéressant. Ce que nous dit Gilomax92, ce qui est pathétique, c'est qu'ils reproduisent les schémas des personnes qu'ils combattent, ils sont complètement illégitimes. Et ben, je pense qu'à un moment donné, il va falloir avancer sur cette réflexion-là en recoupant plusieurs choses. Ce qu'on s'est dit sur l'élection de Donald Trump, l'élection récente, là, en novembre, qui nous a démontré que aujourd'hui, voter Donald Trump, ça n'était pas seulement être républicain. Il y a beaucoup de gens qui ont voté Donald Trump, des latinos, des noirs américains, des femmes, ce que vous voulez. Tous les gens qui n'étaient pas censés voter pour Donald Trump et qui l'ont fait ont prouvé au monde entier que, à un moment donné, les questions de clivage politique gauche-droite, démocrate, républicain ne s'expliquent plus. Et qu'aujourd'hui, il y a, on peut l'expliquer comme ça, les perdants de la mondialisation, les gagnants de la mondialisation, ou les tenants du progressiste et les ennemis du progressisme, les ennemis du progressisme. Chacun peut trouver un clivage différent, mais on voit bien que ça ne marche plus. Le duel extrême-gauche, extrême-droite ne marche plus. Et donc, voilà pourquoi dans de plus en plus de pays, on se retrouve avec des partis dits d'extrême droite qui arrivent au pouvoir, mais qui sont d'abord des partis qui parlent aux gens, qui parlent aux problèmes des gens. Et aujourd'hui, en France, vous avez de plus en plus de gens qui ont la peau noire, qui ont la peau basanée, qui ont la peau jaune, qui ont ce que vous voulez, et qui votent pour le RN. Ça ne marche plus, ce discours de faire croire que parce que grand-père était originaire de je ne sais quel continent, vous ne pouvez pas voter pour le RN. Ça ne marche plus. Parce que de manière certes démago, certes opportuniste, et pour moi, vous le savez, le RN n'est pas le meilleur parti pour régler le problème des gens, mais à la limite, c'est pas le sujet. C'est bien la preuve qu'en France aussi, on arrive petit à petit vers un clivage qui s'explique de moins en moins avec des histoires extrême gauche, extrême droite. Et donc, pour reprendre ce que disait Gilomax92, pour moi, Libération, quand tu dis, hein, je reprends ton message, ce qui est pathétique, c'est qu'ils reproduisent les schémas des personnes qu'ils combattent, ils sont complètement illégitimes. Peut-être que, et de toute évidence, il y a 30 ans, au RN, on trouvait des gens qui préféraient rester entre blancs, c'est une évidence. Aujourd'hui, le discours a avancé, a évolué. La position des gens qui incarnent le RN et qui votent pour le RN a évolué. Et je pense qu'on est plutôt dans un clivage qui est celui de la société,
on va le résumer comme ça, il y a d'autres explications possibles, mais des gagnants de la mondialisation contre les perdants de la mondialisation. Et au RN, aujourd'hui, vous allez trouver dans les cadres du RN des Noirs, des femmes, des Arabes, ce que vous voulez. Vous allez trouver plein de gens qui, peut-être, s'y trouvaient pas, ou moins, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, je suis pas certain qu'en fait Libération, en étant entre blancs, fait ce que faisait le RN à l'époque. Pour moi, Libération est surtout constitué de bourgeois, de progressistes, de gens qui incarnent ces idées-là, qui incarnent une bourgeoisie, qui incarnent l'entre-soi de la bourgeoisie, mais la couleur de peau, la religion passe au second plan, à mon avis, dans la justification de tout ça. Mais ça n'est, une fois de plus, que mon avis. Hein. Gilomax92, justement, qui dit: je suis d'accord avec toi, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, un militant aveugle de gauche possède les mêmes méthodes qu'un raciste qui ne se remet pas en question. Mais absolument, absolument. C'est là qu'on voit que le racisme, l'intolérance, le sexisme, tout ce que vous voulez, ne sont pas des notions qui appartiennent à un bord politique spécifique. On a tenté de faire croire, avec un discours dominant depuis 40, depuis 50 ans, que le repli sur soi était une valeur nécessairement de droite, voire d'extrême droite. C'est n'importe quoi. Au-delà du réflexe anthropologique de vivre avec les gens qui nous ressemblent, ce qui est le principe de la communauté depuis environ le néolithique, tout fonctionne comme ça. Le repli sur soi est un réflexe communautaire naturel. Regardez la conférence, enfin le comité de rédaction de Libération. On se regroupe avec les gens qui nous ressemblent. Qu'on le veuille ou non, ça marche comme ça. Donc, c'est assez sidérant, effectivement, de dire que des gens qui dénoncent le communautarisme et le repli sur soi sont des gens qui habitent le Marais et qui ont contribué à la gentrification de ce quartier-là, qui au départ était habité au 19e siècle notamment par des ouvriers, par des gens relativement pauvres qui vivaient dans le Marais. Aujourd'hui, vous avez que des bourgeois, majoritairement blancs, avec une forte tendance progressiste LGBT. C'est un repli sur soi. Et si par exemple, pour être très clair, si un couple d'homosexuels à Paris veut s'installer à Paris, va choisir plus facilement le Marais que la Seine-Saint-Denis, c'est pour une question de communautarisme, évidemment. Donc, et dans ce que je vous dis, c'est un constat sociodémographique. Depuis que les sociétés humaines existent, il n'y a rien de scandaleux. Vous prenez des étudiants Erasmus qui partent à l'étranger, que vous alliez au Canada, aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où, vous allez avoir les étudiants français qui vont se regrouper à un moment donné entre Français, les Espagnols entre Espagnols, les Turcs entre Turcs. C'est comme ça. Après, c'est bien, c'est pas bien. On a essayé de greffer une grille de lecture à nous expliquer que c'était un réflexe raciste d'extrême droite. Bon, bah, si vous voulez. Mais en attendant, il y a une sorte de mécanique anthropologique qui s'explique comme ça. La preuve avec cette vidéo dans les coulisses de Libération. Et je pense sincèrement que ça n'est pas mal. Il n'y a pas de valeur morale là-dessus. Mais voilà, un peu ce que je pouvais vous dire, les amis, sur ça, sur ces questions-là. Les copains, voilà. Bayard 92, je prends quelques messages encore avant d'enchaîner. Bayard 92 qui dit: Libé vivant sur les subventions publiques et les pseudo-journalistes de ce torchon sont payés par des impôts de fachos, mais là ça ne les dérange pas, c'est vrai aussi. Ce n'est pas avec leur vente qu'ils pourraient vivre. Complètement d'accord. Il n'y a plus de saison. La France ne fait pas de différence entre les couleurs, les genres et les religions. Gaëtan Seguin 38, il y avait un certain monsieur Djebour, algérien, auprès de Jean-Marie Le Pen à l'époque, en plus de sa fille, mademoiselle Djebour. Alors sûrement, j'ignorais le nom de ce monsieur. Van Draken qui nous dit: je pense qu'il ne s'agit même plus de clivages politiques idéologiques. Je pense que toutes ces personnes, qu'importe l'appartenance politique, n'ont aucune conviction et aucun code d'honneur. Ce ne sont que des employés qui vont au boulot et qui font ce qui est attendu d'eux. Rien ne remet aucun de ces journalistes en danger. Il n'y a pas de justice vis-à-vis de leurs propos, parce que leurs propos sont aussi vides que les convictions de ceux qui les opposent. Bien d'accord avec toi. Antoine Job qui dit: je vis en Allemagne depuis 15 ans et pareil en vacances, je ne suis pas parti pour vivre avec des Français, faut pas généraliser. Oui, mais je crois pas avoir généralisé, mais voilà. Voilà. Jean Yeude qui dit: j'ai jamais compris pourquoi vous reprochez aux gauchistes d'être racistes parce qu'ils parlent de personnes racisées par exemple. Comment combattre une cause sans prendre en compte ses spécificités? Alors, pour continuer là-dessus, c'est une bonne question. Merci, cher Jean Yeude. Voilà, c'est important. On papote sur cette question-là. Donc, je relis le message. J'ai jamais compris pourquoi vous reprochez aux gauchistes d'être racistes parce qu'ils parlent de personnes racisées, par exemple. Comment combattre une cause sans prendre en compte ses spécificités? C'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup et au moins, ça me permet de vous dire ce que j'en pense, j'espère, de manière structurée. Je pars d'un principe simple qui est la définition du racisme.
qui est le fait de considérer une personne en fonction de sa couleur de peau et ou de son origine, ce qui est une définition acceptée du racisme, et acceptable évidemment. Je pars également du principe que sous François Hollande, la gauche a fait retirer le terme de race de la Constitution française. Donc, pour enlever le problème, enlever le mot, ce qui était intellectuellement absurde, mais en tout cas, ils l'ont fait. Donc, déjà, on peut partir du principe que le racisme n'existe pas, si on en croit ce qu'a fait François Hollande, donc ce qui est absurde, mais admettons, enlevons ça. Et je pars du principe que si le racisme est le fait de considérer quelqu'un en fonction de sa couleur de peau et ou de son origine, l'antiracisme, c'est la même chose. Parce que pour défendre les droits des Noirs, des Asiatiques, je dis n'importe quoi, il faut considérer qu'il y ait des Noirs, des Asiatiques, des machins. Donc il y ait l'existence de race. Donc, et à partir du moment où, même sous couvert d'antiracisme et de bonnes idées, de bonne morale, vous, comme il s'était passé par exemple au César, si je ne dis pas de bêtises, vous aviez l'actrice Madame Maïga qui avait compté la présence de Noirs dans le public. Même si vous dites que c'est de l'antiracisme, on est sur un comportement volontairement raciste. Et pour poursuivre là-dessus, pour moi, cette dénonciation et l'instrumentalisation de l'antiracisme, qui est devenue une cause idéologique et militante, qui a justifié la création d'associations comme SOS Racisme, il faut rappeler que comme l'antisémite a besoin, comme le juif a besoin de l'antisémite pour se reconnaître en tant que juif, comme était la thèse de Jean-Paul Sartre à l'époque, l'antiraciste a besoin du racisme pour exister. C'est ce que disait Jean Baudrillard dans un bouquin qui s'appelle Pop Culture, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, j'oublie le nom. Attendez, je vous cherche le nom du livre. Bon, au pire, c'est pas très très grave. Non, Cool Memories, excusez-moi. Comme Jean Baudrillard avait dit dans Cool Memories, c'était il y a environ 40-50 ans, si SOS Baleine veut sauver les baleines, que veut sauver SOS Racisme? Et c'est la même chose. Si vous considérez que le racisme n'existe... Enfin, comment dire, l'antiracisme a besoin de comportements racistes pour exister, pour se justifier. Donc si demain vous mettez en place une société où vous dites, voilà, le moindre comportement où on va insulter une personne en raison de sa couleur de peau est condamné, point, et que, si vous voulez, on diffuse cette idée dans la société comme la loi, comme la normalité, vous enlevez la nécessité d'un antiracisme. En soi, l'antiracisme n'a aucun sens à partir du moment où la lutte contre le racisme est appliquée partout de façon égale. Et pour on ne sait quelle raison, il y a des gens qui se sont autoproclamés antiracistes, comme des sortes d'entités morales, et donc qui ont dit, nous, on va choisir nos propres méthodes pour faire ça. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un comme Lilian Thuram, qui est une des têtes de gondole du mouvement antiraciste en France, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La pensée blanche, qui est tout à fait scandaleux, qui s'appuie sur des ressorts purement racistes. Et donc, vous recréez le problème, mais dans l'autre sens. Et en expliquant qu'il y a un deux poids, deux mesures, avec une forme de racisme étatique, où on peut dire, voilà, eux, ils sont légitimes à considérer les gens en fonction de leur couleur de peau, parce qu'ils le font dans une visée antiraciste. Et je suis pas certain de ce coup-là. Voilà un peu pourquoi je considère ça. Je prends vos messages dans le chat, là encore, pour avancer la réflexion et débattre, évidemment. Mister Serizawa 76 qui dit, non Rémi, ça c'est pas... Attends. Non Rémi, ça c'est pas possible, cette définition, c'est pas acceptable. Le racisme, pour la énième fois, c'est entre deux individus faire l'observation de différences fondamentales de type ethnique, religieuse ou autre, et à partir de ces différences établir un lien de hiérarchie. C'est ça le racisme, pas simplement noter des différences entre les humains qui, elles, sont strictement naturelles. Oui, enfin, oui, alors d'accord, oui, sur la notion de hiérarchie, t'as raison, il manquait ça dans ma définition, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est considérer l'existence de différences en vue de les hiérarchiser, t'as raison, je prends le point, t'as tout à fait raison, I take the point, t'as tout à fait raison, ça manquait dans ma définition, on est d'accord. Enfin, je pense qu'on est d'accord maintenant. Jean Yud qui dit, mais tu as une mauvaise définition du racisme. Le racisme, c'est faire une hiérarchie. Voilà, donc mon Jean Yud, il est raccord avec ça. On ne peut pas lutter contre une hiérarchie sans mettre en avant les opprimés. Complètement d'accord avec ça, mais là encore, il y a Anarchy08 qui dit, pour compléter, personnellement, ça fait longtemps que je considère la lecture gauche-droite comme obsolète, il faut arrêter de voir la lecture horizontale de la politique. Aujourd'hui, il est clair que la politique est verticale avec une séparation par le plafond de verre économique. Pour reprendre une citation, si vous voyez la politique de façon horizontale, ne vous plaignez pas que l'on vous réduise à ramper. J'aime bien. Gilomax92, oui, mais le combat est biaisé car l'antiraciste possède plus de moyens de propagande que les racistes. La preuve, hier, les enfants sont revenus des cours avec une prof qui a diabolisé Le Pen pour faire le portrait du personnage.
Bon, je suis pas vraiment certain. Oui, d'accord. Je vois pas trop en quoi ça nous nourrit le débat, mais oui, oui, effectivement, je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux dire. Mais effectivement, sur cette notion de hiérarchie, euh, c'est d'ailleurs là qu'on comprend euh, tout ce qui fait que le combat antiraciste a glissé vers une démarche propagandiste, idéologique, et qui n'a plus franchement rapport avec la classification des races, parce que quand aujourd'hui, par exemple, on explique que euh, il n'y a pas assez de présentateurs ici de l'immigration à la télé, ce qui, je le redis, normalement, ne devrait pas pouvoir être connu dans la mesure où les statistiques ethniques sont interdites. Donc c'est bien la preuve qu'on les fait bien, on les autorise bien quand on veut. Faire ce constat-là n'a, à mon avis, rien à voir avec la hiérarchisation des races. C'est aussi pour ça, et je suis d'accord, le rappel sur l'importance de la notion de hiérarchisation dans la définition. Merci aux camarades dans le chat qui l'ont rappelé, c'est très important. Et d'ailleurs, ça renforce, à mon avis, ce que j'essaie de vous expliquer dans la mesure où ce qu'on appelle aujourd'hui racisme, à grand renfort de tribunes, d'associations, de militantisme, on n'est plus franchement dans une hiérarchisation des races racistes comme on a pu avoir en période coloniale, comme on a pu avoir par exemple dans les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, où vous aviez là pour le coup des hiérarchisations des races, où on faisait courir des Noirs, on faisait courir des Indiens de certaines tribus et compagnie pour faire des choses mais sordides. Je vous invite à découvrir ces Jeux Olympiques qui avaient lieu au début du XXe siècle, c'était sordidissime. Et je crois qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu loin du compte. Et c'est bien la preuve que le combat a été complètement dévoyé et est devenu une sorte de rente financière et médiatique pour certaines personnalités qui, en vérité, n'en ont rien à foutre. N'en ont rien à foutre, et en tout cas, ne sont pas honnêtes, dans leur combat. Donc voilà un petit peu sur cette idée-là, les amis. Ça nous a amené comme d'hab, on papote, on débat, et ça part dans tous les sens, mais on se régale. C'est ce qu'on aime, les amis. Alors, on va avancer. On va avancer, les copains. Effectivement, avec Gaëtan Seguin 38 qui dit tout comme le nouveau féminisme. Je suis complètement d'accord, les amis, avec ça. On va avancer, les copains, avec le premier grand sujet du jour. Parce qu'il est déjà 17h22. J'ai 2 gros sujets. Et d'ailleurs, j'ai une autre émission à 19h. Je vous en parle à la fin. Je vous donnerai le lien si vous voulez assister, évidemment, les copains. C'est la petite surprise du soir. On s'arrête plus. On est là jusqu'au bout de la nuit. Il m'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Qui ça les démons de minuit, Émile et Image qu'on embrasse évidemment. Mario, super chanteur, il est excellent. Excusez-moi, je réponds à Madame Milieu. Voilà, pétition, je vais me faire engueuler. Puis ce soir, il y a une galette qui joue, donc faut pas que je décode non plus. Les amis, là, on va sur le gros morceau, le premier gros morceau de la vidéo de ce soir, l'affaire P. Diddy ou Didi et la France. Et la France, entre autres nouvelles révélations. Le volet français, des révélations sur des grandes entreprises américaines, des liens avec le Maroc, bref, une séquence remplie de nouveautés sur cette affaire qui nous rappelle plus que jamais l'affaire Epstein. Alors, je vais tout vous expliquer sur le contexte, les copains, de cette séquence-là. Le contexte de ce que je voulais évoquer avec vous, qui provient d'une enquête qui, à ma plus grande surprise, n'a pas fait beaucoup de bruit, voire aucun. C'est le magazine Society, voilà, qui est ici, dans son numéro du 18 décembre, qui a fait une enquête très complète, et vraiment chapeau, parce que c'est facile de dire que tous les médias sont pourris, que tous les journaux c'est de la merde. Il y a parfois des trucs super qui sortent, donc il faut le rappeler. Juste Milieu, on est chez Juste Milieu, voilà, c'est normal, c'est comme ça. Il faut le rappeler. Et donc cette enquête Society, sortie dans le numéro du 18 décembre 2024, et qui révèle énormément de choses, et qui, à mon avis, aurait dû faire la une de bien des médias dans bien des pays. On va faire le point sur tout ça, je voulais vous en parler, vous le savez, on suit l'affaire Didi, l'affaire Didi. Voilà. L'affaire Puff Daddy. Wow. On a fait plusieurs vidéos, déjà, 2 vidéos sur l'affaire Didi, notamment cette vidéo, je vous montre, si vous voulez rattraper un petit peu, elle est là, ici, cette vidéo exactement du 15 novembre 2024. Si vous voulez rattraper, parce qu'on va partir du principe que vous êtes au courant de toutes ces infos-là, pour ne pas tout répéter à chaque fois, il faut avancer. Il y a un côté série, on est un peu sur Netflix finalement. Netflix avec le sosie du daron de la famille Barba Papa. Voilà, un petit peu le croisement que je vous propose. On va aller tout de suite dans les grandes révélations de cette enquête Society.
avec 3 gros piliers que je vous propose. Le volet français de l'affaire Puff Daddy, très peu évoqué en France, alors qu'il y a de quoi. Un volet français qui touche jusqu'au Maroc. Le deuxième gros niveau de la vidéo, ça va être de nouvelles révélations passées sous silence dans le monde entier. Le troisième gros niveau, toujours plus de liens avec l'affaire Epstein. Voilà les 3 séquences que je vous propose dans cette séquence. Donc finalement, ça les transforme en sous-séquences. Ce qui devient, là, ça devient quand même assez compliqué. On va parler de tout ça parce que vraiment j'ai été sur le cul, I was on my ass, que tout ça, que certaines révélations ne soient pas mises en avant. Alors, vous le savez, sur l'affaire Puff Daddy, je vous le redis, je pars du principe que vous êtes au courant de tout ce qu'on s'est déjà dit. Et on a su assez rapidement, et on le sait d'ailleurs depuis des années, que Puff Daddy a fait sur certaines fêtes en France, notamment ces fameuses freak off, le surnom qui a été donné à ces fêtes, aux fêtes de Puff Daddy où avaient lieu les pires exactions. Certaines ont eu lieu en France. On sait que la première White Party, donc les fêtes de Puff Daddy, certaines fêtes, le code c'est de s'habiller en blanc. Paraît-il que ce seraient les fêtes d'Eddie Barclay qui se donnaient dans le sud de la France, qui auraient inspiré Puff Daddy dans le code couleur des fringues. Bon, pourquoi pas. On sait que la première White Party qui a eu lieu en France a eu lieu en 2006, à Saint-Tropez, très exactement, au Nikki Beach. On a vu quelques échos dans la presse à l'époque. Vous savez que des personnalités étaient présentes comme Ivana Trump, la première femme de Donald Trump, ou encore Bernard Ménez. Ça, par contre, j'ai pas compris. Bernard Ménez, comédien et chanteur français. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Alors, pas le commentateur sportif, évidemment. Bernard Ménez, je vais vous montrer, je sais pas, ça. Bernard Ménez. Oh, 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 jolie poupée. Voilà. Sur mon doigt coupé. Oh, 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 jolie Voilà. poupée. Donc, on commence avec certaines informations. Je vous avais dit que j'allais vous cueillir avec certains trucs. Bon, moi aussi, j'étais cueilli. Parce que, bon, Bernard, je savais pas qu'il allait se pinter la gueule chez Puff Daddy. Mais pourquoi pas. Puis, c'est vrai qu'avec le titre de la chanson Jolie poupée, tu me diras, on est dans le thème. Alors, ça, c'est pour cette première White Party qui aurait eu lieu en France, mais ça n'est pas la fête qui m'intéresse le plus. La fête qui m'intéresse le plus, les amis, a eu lieu en 2002. Et là, on part chez nos amis marocains. On part à Marrakech, très exactement, avec cette fête en 2002, grande fête de Puff Daddy, une fête pour célébrer ses 33 ans, et surtout une fête, et on va... c'est une rumeur assez dingue, j'ai bossé cet après-midi pour vous préparer tout ça, j'ai essayé de sourcer au maximum parce que ça m'a paru complètement fou. C'est une fête, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans l'histoire de cette affaire Puff Daddy, avec toutes les révélations qui sont tombées depuis l'arrestation du monsieur et en attente de son procès. Cette fête en 2002, pour ses 33 ans, aurait été financée par le roi du Maroc, Mohamed VI. Vous allez me dire, bon, ami, qu'est-ce que tu racontes? C'est du complotisme. Bon, dans la mesure où les fact-checkers vont bientôt disparaître, on s'en branle. Non, on reste rigoureux, au contraire, comme on l'a toujours été. J'ai trouvé une vidéo d'un journaliste citoyen marocain qu'on embrasse, qui s'appelle Adnan Filali TV, c'est sa chaîne YouTube. Voilà, on va regarder sa vidéo, donc je fais la pub, c'est normal. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Regardez, c'est une vidéo d'1 minute 20 qui revient sur cette rumeur, qui est bien plus qu'une rumeur, comme vous allez le voir dans quelques instants. Je vous montre déjà la vidéo. Mohamed VI et de Puff Daddy. C'est la question que se posent la plupart des Marocains. On a récemment retrouvé une vidéo où Puff Daddy a avoué qu'il avait vécu la plus belle fête de sa vie, une fête d'anniversaire financée par le roi Mohamed VI à l'occasion des 33 ans de Puff Daddy. Le régime marocain affréta plusieurs jets privés pour ramener ce beau monde à Marrakech. Ramenés de Paris, de New York et des plus grandes capitales mondiales pour fêter les 33 ans de Puff Daddy. Le New York Times relata avec tous les détails le déroulé de cette fête incroyable. Tout ça avec l'argent du peuple marocain. Comment se fait-il que le commandeur des croyants soit impliqué dans des affaires où les gens se noient d'alcool, de beuverie, où l'argent de pauvres Marocains est dilapidé de la manière la plus indécente et la plus immorale possible? Voilà ce que nous dit. Donc je le redis, cette chaîne YouTube, regardez, je vous montre la page d'accueil, c'est normal, on montre le contenu, donc il faut faire la publicité. Adnan Filali TV, n'hésitez pas à faire un tour sur le travail qu'il propose. Et donc cette rumeur d'une fête d'anniversaire de Puff Daddy au Maroc qui aurait été financée directement par le roi Mohamed VI, en fait cette rumeur n'en est pas une. Cette rumeur n'en est pas une parce que ça avait été officialisé à l'époque par de grands médias internationaux, et notamment le Times.
tout bonnement le Times, qui avait fait un article donc, en novembre 2002, le 3 novembre 2002, il y a plus de 20 ans, qui nous avait expliqué ceci. Hein. Puff Daddy organise une fête d'1 million de dollars avec le roi. Plus de 260 invités sont attendus à bord de jets affrétés en provenance de Paris et de New York. Parmi eux, on compte l'acteur Tobey Maguire, le top modèle Naomi Campbell, la mondaine Ivana Trump et Sir Elton John, qui a offert à son compagnon David Furnish les clés d'une villa vénitienne pour son 40e anniversaire. On a aussi le Guardian qui en a parlé hein, sur cet article-là que je vous ai montré, qui est traduit en français. Je vous lis par exemple quelques articles. Alors que le public réclamait des réponses, donc suite à une affaire qui a eu lieu au Maroc à ce moment-là, le roi s'est retiré pour accueillir des invités de marque. Dans le cadre du plan décennal du Maroc visant à faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 million à plus de 10 millions par an, Mohamed VI a organisé le week-end dernier la plus grande opération de communication jamais réalisée par le pays, en organisant une fête d'anniversaire de 5 jours pour le rappeur américain Puff Daddy, P. Diddy, l'artiste autrefois connu sous le nom de Puff Daddy. Je vous donne quelques autres éléments qui sont hallucinants et qui nous ramène avec le volet, à l'histoire du volet français. Les festivités comprenaient une soirée privée au domicile de l'acteur et humoriste marocain Jamel Debbouze, qui aurait eu l'idée d'organiser la fête, et un bal au palais Baïa, un palais de marbre appartenant au roi. Puffy aurait imposé un code vestimentaire pour la soirée. Tous les invités devaient porter des vêtements Versace, Armani ou de sa propre marque Sean John. À l'approche du ramadan, on se demandait si les visiteurs étrangers pourraient se procurer les boissons alcoolisées nécessaires une fois la fête entamée. Pendant le ramadan, les étrangers ne peuvent acheter de l'alcool qu'en se rendant dans une succursale du supermarché du roi avec leur passeport. Pour éviter cela, plus de 1000 caisses de champagne et de tequila ont été expédiées pour l'occasion. Donc, on a cette affaire dingue par rapport au Maroc, cette fête d'anniversaire financée par le Royaume du Maroc, qui nous ramène au volet français. Parce que, et vous l'avez entendu tout à l'heure dans ce que je vous lisais, des avions de ligne ont été affrétés pour faire venir les invités à cette fête de Puff Daddy, à cette fête d'anniversaire. Je vous lis ce que nous dit l'enquête de Society très exactement. Pour allier la ville rouge au pied des montagnes de l'Atlas, il a fait affréter 3 avions de ligne qui transportent plus de 300 invités, l'un depuis New York, le deuxième depuis Londres, le dernier depuis Paris. Un 2 novembre au matin, un gros porteur de la Royal Air Maroc décolle donc de Roissy avec à son bord la crème du rap français, mais aussi des humoristes, des footballeurs, des journalistes de gala et quelques starlets du moment. Alors, il y a des infos, honnêtement, je me suis dit c'est une vanne. Alors je vous lis ce qui est écrit. Parce que là, on rentre dans un... Déjà, bon, cette affaire, depuis le début, de toute façon, c'est le cirque Pinder, mais on rentre dans un délire. Parmi les invités français, il y avait un certain Jean-Édouard. Rappelez-vous, qui était le monsieur qui avait pratiqué le coït avec Loana dans La Pistoche, première saison de Love Story en 2001. On ne sait pas pourquoi il est dans l'avion. Bon. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Édouard ? Jean-Édouard, il nous raconte, il est interviewé par Society, et il nous explique... Le samedi, il rejoint tous les invités dans l'immense villa à ciel ouvert occupée par Didi, en pleine Palmeraie, où des filles, citation de ce qu'a dit Jean-Édouard, très jeunes, peut-être 15-16 ans, se baignent dans une piscine de la taille d'un étang. Donc, on a en fait des comportements qui étaient peut-être moins marqués que les fameuses freak-off qui sont dénoncées depuis toutes les révélations qui tombent depuis plusieurs mois, mais on était peut-être déjà pas loin du compte. On ne peut pas l'affirmer à 100%, mais il y avait déjà des comportements qui, à mon avis, posaient de sérieuses questions. Je vous lis ce qui est écrit dans l'enquête de Society juste après. Il y a le champagne le plus prestigieux au monde, du cristal Roderer, servi à volonté, et des bols remplis d'ecstasy et de cocaïne, distribués dans des cuillères en argent par des serveurs endimanchés. Donc là, on est en 2002 à Marrakech, en fait. Donc tous les gens qui sont cités et que l'on va citer dans la suite de ce que je vais vous dire, tous ces gens-là ont vu, ont observé ce qui était déjà des freak-off. Alors, est-ce que le volet abus sexuel et pédocriminalité était déjà présent à l'époque ? Rien ne permet de le confirmer, mais rien ne permet de l'infirmer pour l'instant. Donc je continue par rapport au volet français, des noms qui sortent et de gens qui étaient présents dans cette fameuse soirée en 2002 à Marrakech. Vous avez donc Jamel Debbouze, on l'a dit, qui a lui-même d'ailleurs proposé d'organiser une soirée chez lui, parce que c'était sur 5 jours les festivités. C'était sur 5 jours. Jamel Debbouze a organisé un truc chez lui. Donc là, on est quand même un peu plus que bon, j'ai pris l'avion parce qu'on m'a proposé, mais je savais pas. On est quand même, en termes d'engagement, on est quand même un petit peu plus proche. Regardez d'ailleurs, pour ceux qui auraient des doutes, parce que là, ce que je vous dis, ça pourrait vite ressembler à du complotisme. On a une photo. Voilà. Si ça vous intéresse, on a une photo de Jamel Debbouze à côté de Puff Daddy. Voilà.
si jamais, on saluera hein, ce très beau Bob Burberry, ou casquette Burberry, je ne sais guère. Je ne suis pas un habitué de la maroquinerie. Maroc. On a également donc Joey Star qui est cité. On a qui d'autre? Ah oui, bah oui. Et c'est le nœud du sujet. On a un certain Gérard Depardieu. Et là encore, on a la photo. Voilà, sur Getty Images, hein, qui est une banque de données. À droite, c'est Jamel Debbouze. Au milieu, c'est Gérard Depardieu. Et à gauche, c'est le frère de Jamel Debbouze. Et alors là, petite parenthèse. Petite parenthèse sur le cas Depardieu, parce que je trouve que c'est très intéressant. Avec ces révélations de l'affaire Puff Daddy, un scandale pédocriminel mondial, et un scandale d'agression sexuelle, d'une industrialisation de l'agression sexuelle. Ce qui est marrant, c'est que, alors qu'en 2024, pardon, on a vu que tout était bon pour tenter de faire tomber Depardieu, cette histoire d'envoyé spécial, cette vidéo plus ou moins manipulée en Corée du Nord, qui a été plus ou moins montée par France 2, alors on ne sait pas trop, avec Yann Moix qui réalisait le documentaire. Rappelez-vous l'histoire assez dingue qu'il y a eu avec ce truc-là. Ce qui est très intéressant, c'est que là, nos médias français avaient moyen de faire le lien entre Depardieu et Puff Daddy. Et c'est curieux parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ils cherchent tous les moyens d'expliquer que Depardieu est un gros porc qui agresse toutes les femmes qu'il croise, et ils ont une bille pour le faire en faisant un lien Depardieu-Puff Daddy qui serait de la dynamite, et ils le font pas. Merde. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu l'époque où les médias nous expliquaient pas que Trump avait eu des liens avec Epstein, de peur que tout le monde mette le nez là-dedans et que ça montre que les Clinton et compagnie aussi avaient eu des liens avec Epstein. C'est marrant, hein. Non mais après voilà, non c'est le hasard, hein, c'est le hasard. Hein. Moi hasard Balthazar. Hein. Donc moi je sais pas. Hein. Donc il y a une photo. En plus il y a une photo et si vous notez bien hein, sur la banque de données Getty Images, la photo est exactement à la date de la fête, 3 novembre 2022. Donc on est bien à ce moment-là. Donc voilà pour cette histoire de volet français. Je referme la parenthèse sur Depardieu, mais je trouve ça très intéressant et assez symbolique et éclairant sur le fait que le volet français ne sorte pas trop dans l'affaire Puff Daddy parce que ça a l'air de mouiller quand même du beau monde. On parle de potentiellement 300 bonhommes français qui ont pris l'avion de Paris pour Marrakech pour se rendre à cette fête où, je le redis, on avait des jeunes filles de 15-16 ans et des bols remplis d'ecstasy et de cocaïne. Donc normalement ces gens l'ont vu hein, et personne n'a dénoncé quoi que ce soit, ni hier ni aujourd'hui. Si on reprend l'histoire, là on arrive encore dans un truc qui est dingue, qui est dingo, mais vraiment, en lisant l'article de Society, je me suis dit c'est une blague. On a la présence d'une certaine, en plus c'est dingue et c'est pas drôle avec tout ce que je vais vous lire, on a la présence d'une certaine Marjolaine Buis, qui a 21 ans à l'époque des faits. Alors là, j'en appelle aux vieux qui regardent cette émission et qui se rappellent peut-être de cette émission qui était diffusée sur TF1, Greg le millionnaire. Il s'appelle Greg. Beau, séduisant, célibataire, il est en quête du grand amour. Il a 8 semaines pour trouver l'âme sœur parmi 20 splendides jeunes femmes. Il n'y a pas que sa beauté, il est pur, il est sincère. Elle le pense millionnaire. Mais Greg n'est pas l'homme qu'il prétend être. Combien de temps réussira-t-il à leur cacher la vérité? L'aimeront-elles pour ce qu'il est vraiment? Réussira-t-il malgré tout à trouver la femme de sa vie? Greg le millionnaire, ce soir à 22h15 sur TF1. Voilà, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cette dame, je vais vous la montrer parce qu'après, il y avait eu une émission sur elle-même, hein, Marjolaine et les millionnaires, je sais pas quoi, c'était elle. Elle les emmène à Venise pour les mettre à l'épreuve. C'est quand même très difficile de rester calme. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de cette dame qui s'est fait connaître avec ses émissions de télévision. Je vous lis ce qui est écrit par l'enquête de Society, qui est une histoire de dingue. Et là encore, ce qui n'a pas eu d'écho dans la presse française, alors qu'on parle d'une personne qui aujourd'hui a fait des chroniques récemment, a fait des apparitions dans les émissions de Cyril Hanouna, qui fait certaines choses dans les médias. Et il n'y a pas eu d'écho sur ce qu'elle a vécu, alors que c'est un drame terrible. Je vous lis ce que nous explique Society. La jeune femme n'est pas encore Marjolaine de Greg le millionnaire, agente immobilière ou chroniqueuse chez Cyril Hanouna. À l'époque, elle est étudiante dans une école de stylisme-modélisme et sort avec un type qui tient des boîtes de nuit. C'est lui qui a été invité à l'anniversaire. Des années plus tard, dans un café parisien, elle se souvient de tout. Sur la scène tout là-haut, Didi flash sur sa robe rose pailletée à bretelles et les spartiates qu'elle a aux pieds. Tout va très vite. Il descend de l'estrade, lui tend la main, comme with me, et la voilà dans un vestibule en arrière-scène. Wait here, I come back, qui veut dire attends ici, je reviens.
Jean-Édouard, planté à l'autre bout de la salle, a lui aussi remarqué les va-et-vient vers cette antichambre où les femmes entrent mais ne ressortent pas. Dans la pénombre, Marjolaine analyse la situation. Il y a 6 meufs, des canons, et je commence à prendre peur. Parce que je vois Naomi Campbell et la mannequin espagnole Esther Cañadas complètement perchées, très très high. Je me demande ce que je fous là, en fait. Il n'y a rien à boire ou à manger, juste des meufs défoncées et des gros gardes du corps. Elle prétexte une envie d'aller aux toilettes. L'un des gorilles se plante devant elle et lui demande « Tu vas où ? Tu reviens parce qu'il t'attend ». Puis la laisse passer. Avec le recul, Marjolaine a tiré 2 leçons de cette soirée, et plus largement des fêtes données par ces stars américaines aux ressources illimitées. La première, toujours surveiller son verre. La seconde, c'est toujours du donnant-donnant, dit-elle. Quand tu profites de la fête, tu bois de l'alcool, tu dois payer en retour. Et pardon d'être cru, mais je sais que le prix, c'est mon cul. Alors il faut faire un choix, tu restes ou tu t'en vas, mais ce soir-là, c'est la seule fois où Marjolaine a dû s'enfuir. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a même pas l'assurance que le côté freak-off n'est pas déjà présent à ce moment-là. Je le redis, à Marrakech, dans une fête financée en grande partie par le Royaume du Maroc. Donc c'est une histoire de taré. Et on a cette Marjolaine, une starlette française, alors aujourd'hui un peu sortie des écrans radars, mais qui quand même a été présente, a subi ce genre de choses, a observé ce genre de choses. Et il n'y a rien, et il n'y a pas d'écho. Et donc on continue dans les révélations que je voulais vous faire aujourd'hui sur la base de ce travail de Society, je le redis, bravo à eux. On a, voilà, pour le volet français, ce qu'on peut apprendre. Donc pour moi, l'histoire de Pardieu, elle est symbolique. Je ne vous ai pas sorti 250 noms de gens. Je me base sur ce qui sort dans la presse. Je ne peux pas vous inventer des noms comme ça, même si on devine que la crème du rap français dans les années 2000, on voit à peu près qui c'est. On parle de Diams. Dans certains articles, on parle de Diams qui aurait assisté à des soirées de Puff Daddy. Peut-être pas celle au Maroc, mais il y a certains noms comme ça à droite à gauche. Mais ce qui est très intéressant, et c'est le symbole qui est offert avec Depardieu, avec le nom de Gérard Depardieu, c'est qu'on voit bien qu'une fois de plus, c'est une logique de système qui s'entretient et qui se maintient. Et si on ne lâche pas le nom de Depardieu, c'est parce que ça peut lâcher évidemment d'autres noms. Donc une fois de plus, c'est une mécanique classique que l'on a pu observer dans d'autres affaires du genre. Mais là, on voit le côté, si vous voulez, tentaculaire de l'affaire Puff Daddy qui implique les États-Unis, enfin des célébrités américaines, françaises, britanniques, espagnoles, enfin, du monde entier. Et on continue. Ça, c'était pour le volet français. Deuxième pilier de ce que je voulais vous dire, deuxième sous-séquence pour ceux qui suivent, ces nouvelles révélations qui auraient dû faire la une dans le monde entier et qui ne sortent pas. Alors que, je le redis, c'est dans un média français. D'ailleurs, Society, sauf erreur, c'est publié à l'étranger. Enfin non, je ne sais plus. En tout cas, c'est publié dans un média français sur la base d'infos qui sont, j'espère, sourcées. Moi, je fais confiance aux médias mainstream. On a toujours, alors bon, ça c'est pas une découverte, le silence des grandes célébrités internationales qui étaient proches, voire très proches, voire dedans de Puff Daddy, Beyoncé, Jennifer Lopez, Ashton Kutcher, Jay-Z, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. On sait pas. Ils ont été proches de lui pendant des années, des décennies pour certains, mais on ne sait pas. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Ils avaient, certaines célébrités américaines s'étaient sortis les doigts pour porter leur soutien à Kamala Harris, mais depuis, on n'a plus de nouvelles. Ils répondent pas à ça. Bon, pourquoi pas. Il y a un message dans le chat pour la petite parenthèse qui est intéressant, mais on y reviendra à la fin. Il y a plus de saison qui dit Rémi, tous les participants à ces soirées ne sont pas tous des pédos. Les Campbell et compagnie sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent de leur cul. On est d'accord, c'est pas du tout ce que je dis et c'est pas du tout ce que je sous-entends. Ce que je sous-entends, c'est que ces gens ont observé, observé et ou participé à des comportements délictuels. Et donc ils le savaient. Délictuels à minima, voire criminels peut-être s'ils ont assisté à des viols, des abus, des choses comme ça. Donc si vous voulez, je pars d'un principe judiciaire qui est, si on se couvre, on dit j'ai vu, il y a eu ça, moi j'ai rien fait. Et là il se passe rien du tout. Donc tout le monde se maintient, mais je ne dis pas évidemment que tous les gens qui étaient là-bas sont des criminels ou des délinquants. Enfin, on n'est pas sur BFM TV, je pars du principe que les gens à qui je m'adresse sont intelligents. Donc tirons pas quand même des conclusions de ce que je ne dis pas, mais on y reviendra dans la conclusion de la vidéo. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Parce qu'on a appris également, toujours dans cette enquête, que les soirées de Puff Daddy, et là on avance un petit peu dans le temps, on arrive en 2018, ces soirées-là deviennent criminelles, avec les exactions que l'on connaît, les abus que l'on connaît, consommation de drogue, pédocriminalité, tout ce que vous voulez. Et on a appris que ces soirées étaient financées par de grandes entreprises américaines, je vous donne les noms. Toutes les bacchanales de Didi, chiffrées à $1 million la soirée, sont financées par les plus grandes marques. Sony, Microsoft, les cosmétiques MAC ou le cognac Hennessy.
C'est là, hein, si vous voulez, j'ai mis un petit trait comme ça, j'ai entouré. C'est intéressant, tu vois. Alors pareil, on a une histoire de taré pour vous expliquer, mais vraiment, enfin, je vous lis parce que c'est assez inimaginable. En 2008, selon la plainte déposée par la victime, Didi aurait forcé un employé de l'enseigne de grand magasin Macy's à lui prodiguer une fellation dans son flagship store de Manhattan, au prétexte que sa marque n'était pas bien aussi mise en valeur que sa concurrente au même étage, Echo Unlimited. Le rappeur aurait appelé sa victime Echo pendant toute la durée de l'acte, et Macy's, avec qui il a signé un deal à plusieurs millions de dollars pour distribuer sa ligne de vêtements, couvert l'affaire et licencié le jeune employé. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne sais même pas quoi vous dire sur ce truc qui est là, hein, qui est dans l'enquête de Society. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Pour vous dire, mais l'ampleur des révélations, l'aspect tentaculaire, ça va dans tous les sens avec des trucs qui sont inimaginables. Et maintenant, on découvre que des grandes marques comme Microsoft, alors moi je veux bien qu'on parle pas à chaque fois de Bill Gates, mais bon, c'est pas moi, c'est Society qui le dit, parce que Bill Gates, c'est Microsoft, hein, c'est le fondateur. Donc voilà, c'est comme ça. Alors il n'en est plus le dirigeant aujourd'hui, mais bon. Et on a encore Microsoft qui paye les soirées. C'est quand même un délire. C'est quand même un délire. Pourquoi il paye les soirées alors que le mec est milliardaire, tu sais pas pourquoi, ou en tout cas à l'époque multimillionnaire à minima, on sait pas. On continue, là encore, on avance hein, dans un autre pilier, quand je vous parlais tout à l'heure, le troisième pilier, toujours plus de liens avec l'affaire Epstein. On a un autre élément pareil, qui a été relayé aux États-Unis, moins en France, un peu quand même, notamment Paris Match, quand on a parlé, Society de fait. Je ne dis pas que l'élément est complètement caché de partout, mais il y a quand même peu d'écho sur quelque chose qui est crucial et qui est peut-être la solution de l'affaire. Society nous dit, hein, est-ce par amour de sa propre image que P. Diddy avait truffé son intérieur de caméras de surveillance? Après la perquisition de son domicile de Los Angeles, on a beaucoup lu que la Homeland Security avait retrouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé dans sa propriété, mais moins qu'il y avait aussi récupéré 250 caméras. Qui sait quoi et qui se trouve sur leur bande? Donc là encore, c'est une information qui a été retrouvée. Hein. J'ai cherché pour la sourcer quand même et montrer que ça n'était pas complètement caché. Vous avez le Washington Times, qu'en a parlé également. Il y a quelques médias à droite à gauche qui ont qui ont évoqué cette affaire-là. Et on est dans une dynamique identique à l'affaire Epstein, de ces chambres remplies de caméras pour filmer ce qui s'y passait, assurément des crimes, des viols, des abus, tout ce que vous voulez, et avoir un moyen de chantage. C'est clair et net. Dans l'affaire Epstein, certains soupçonnent le rôle du Mossad derrière ça. Certains estiment que c'était pour l'usage personnel de Epstein, ou peut-être en lien avec la CIA. Il y a plusieurs tentatives d'explication, aucune qui n'est définitive à ce jour, mais la mécanique de chantage, elle est basique, elle est élémentaire, et tout le monde peut la comprendre. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mais si vous voulez, si j'étais complotiste et si j'avais envie de conclure rapidement, je vous dirais, ce silence entre les grandes personnalités du monde entier s'explique par le fait que certains ont peut-être intérêt à fermer leur gueule s'il y a des vidéos de vacances qui circulent. C'est possible aussi. Donc, voilà un peu là-dessus. Un autre élément intéressant qui sort, ça on en a un petit peu plus parlé, mais il faut quand même le rappeler, parce qu'on parle d'un des artistes les plus influents du monde entier. Je vous lis ce que dit l'enquête Society. Dans l'une des plaintes déposées le 9 décembre dernier, donc 2024, une plaignante affirme avoir été droguée et violée à l'âge de 13 ans à l'after-party des MTV Video Music Awards 2000 par Sean Combs, donc Diddy, et son ami de toujours et collaborateur Sean Carter, alias Jay-Z. Et ça aussi, l'élément de Jay-Z, on n'a plus trop de nouvelles. Donc, le mari à la ville de Beyoncé, hein, si je dis pas de conneries, aujourd'hui milliardaire, sauf erreur là encore, l'un des plus gros producteurs, tout ce que vous voulez, de la place américaine, enfin du monde entier. Il y a des accusations de viol contre lui et tout va bien. Tout va bien, on relaie pas, ça roule, pas de souci. Donc, voilà, là encore, hein, pour ce rapprochement avec l'affaire Epstein, le côté réseau, le côté tentaculaire et les caméras. Et là, on arrive sur le dernier élément que je voulais évoquer avec vous, les amis. Bon, là, on rentre dans un autre... là encore, on rentre dans une autre dimension. J'ai appris ça dans cette enquête. Je vous lis ce qui est écrit.
Donc on a le témoignage de la chanteuse Dawn Richard, hein, je lis. Entre 2009 et 2012, la chanteuse Dawn Richard a formé avec Didi et Kalena Harper le groupe Dirty Money. Elle raconte une fête du 29 novembre 2009 dans une plainte déposée en septembre dernier. À l'entrée de la maison de son patron, on lui a pris son téléphone et demandé de passer au détecteur de métaux. Derrière le portail, une orgie. Une douzaine de femmes, dont certaines paraissaient mineures, apparaissaient léthargiques ou évanouies pendant que M. Combs et ses invités accomplissaient des actes sexuels sur elles. Didi disait souvent des choses comme « C'est un buffet, faites-vous plaisir, c'est comme ça qu'on fait la fête ». Il se plaît aussi à payer des bus entiers de jeunes femmes exotiques comme des afro-asiatiques, des indonésiennes et des albinos. Je continue. Celles-ci viennent la plupart du temps de clubs de striptease du coin comme le Booby Trap on the River à Miami. En octobre dernier, un organisateur de soirée ayant travaillé avec le rappeur entre 2004 et 2005 expliquait au New York Post que pour ces fêtes ultra privées, on lui demandait de peser les femmes sélectionnées. Le chiffre exact à ne pas dépasser, c'était 140 livres, 63,5 kilos. Mais si une fille était vraiment grande, il y avait une marge. Pas de graisse, pas de cellulite, pas exagérément percée et tatouée, pas de cheveux courts. Et les filles devaient être jeunes et hot. Elles doivent aussi porter des jupes pas plus bas que le milieu de la cuisse, un décolleté apparent et des talons aiguilles. Donc cet élément-là, sordide au possible, une fois de plus, mais bon, si vous voulez, quand on est au niveau d'une affaire comme l'affaire Epstein, bon voilà, pas plus compliqué, voilà, on sort de l'imaginable. Mais elles sont où les féministes, une fois de plus? Les néo-féministes, les mouvements néo-féministes du monde entier, ils sont où en fait, à ce moment-là? Parce que moi, je veux bien MeToo, parce qu'il y a une paire d'actrices, effectivement, qui ont été abusées par Weinstein. Je veux bien qu'on dénonce avec MeToo le patriarcat, la masculinité toxique et tout. Mais là, en termes de masculinité toxique, on joue la Ligue des Champions quand même. Hein. Parce que commander des bus où on va sélectionner les gens, les femmes, en fonction de leur race, voire de leur situation de santé, si on prend des albinos, et en plus on les pèse... ils sont où en fait là, ne serait-ce qu'en France, Sandrine Rousseau et compagnie, une fois de plus, hein, Raphaël Rémy-Leleuc, Alice Coffin et Pauline Hermange aussi, elle est où? Allô? Ça répond pas là, hein. Là, parce que moi je veux bien qu'on se coupe une mèche de cheveux de temps en temps pour soutenir les gens dans le monde entier. Là, faut se raser tous les poils du corps avec ce genre d'affaires. On en est où en fait? Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, hein, parce que cette affaire, une fois de plus, nous démontre la géométrie variable de tous ces combats, alors qu'on est sur un scandale hallucinant, mais sur des dimensions complètement folles. Donc, voilà, hein, ces nouvelles révélations que je voulais vous proposer sur l'affaire Puff Daddy. Affaire à suivre, on en reparlera peut-être. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo à chaque fois, hein, j'attends d'avoir pas mal d'éléments pour vous faire une séquence complète à chaque fois. On va voir ce qui va en sortir. On a le procès de toute façon qui arrive, si procès il y a un jour. Mais voilà ce que je voulais vous dire les amis. On n'est pas sorti du sable avec cette histoire Puff Daddy. Voilà les amis. Ce que je pouvais vous dire sur ça avant d'enchaîner sur le deuxième sujet du soir, en lien d'ailleurs avec ça, une affaire gravissime mais quand même moins grave. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il n'y a plus de saison, qui est taquin ce soir, il est taquin, qui dit franchement il n'y a pas grand chose, beaucoup de conditionnels dans les déclarations. Oui, mes camarades, l'enquête est en cours, donc moi je te donne les éléments qui sortent par rapport à ça. Je pense qu'on est quand même plutôt sur des éléments qui sont assez certains, parce que bon, hein, quand tu vois où on en est, le type est en prison, tu as plusieurs dizaines de plaintes contre lui, bon ça se tient, je vous ai pas sorti des trucs qui sont complètement hors jeu. Donc, prenons ce qu'on a à prendre. S'il y a des démentis, je serai le premier à les faire, évidemment, et à vous les relayer par rapport à tout ça, évidemment. Gaëtan du 44 qui dit Sandrine Rousseau, si ça lui rapporte pas des voix dans l'électorat des banlieues, ça n'intéresse pas. Alors, pas forcément l'électorat des banlieues, pour le coup, c'est pas sa cible, mais si ça rapporte pas des voix, évidemment. Aitken qui dit imaginez les gars qui ont dû se visionner les vidéos pour l'enquête, ils doivent être traumatisés à vie. Je suis bien d'accord. Blueby3 qui dit il y a des témoignages concordants quand même. Oui, je veux bien, faut quand même pas. Mais il n'y a plus de saison qui dit un témoin doit être affirmatif, pas de conditionnel. Et détends-toi, il n'y a plus de saison. T'es énervé, c'est le début de l'année. Détends-toi. T'es énervé, j'ai l'impression. Ça t'a mis un coup, le truc de Jean-Marie, là, j'ai l'impression. Détends-toi, quand même. Détends-toi. Donc, non, c'est un truc de dingue. C'est un truc de taré. Les amis,
cette histoire-là. Donc, on va enchaîner, les copains, on va enchaîner avec une deuxième affaire qui est à peu près en lien, qui est à peu près liée à ça, qui démontre la même chose, la supercherie, la géométrie variable, tout ce que vous voulez. On y va tout de suite, on enchaîne, voilà, une vitesse mais assez dingue, une vitesse assez incroyable. L'affaire Philippe Cobert. Alors là, pareil. Alors là, allez, je le mets. Allez, je le mets, on y va. Attends, bouge pas, c'est où? Je vois plus le truc. Merde, c'est où? Voilà, c'est ça. Paf. L'instant grognon. L'instant grognon, les amis. L'affaire Philippe Cobert. Philippe Cobert. Alors, du nom de cet acteur de théâtre français très connu, 3 fois récipiendaire du Molière. Je vais vous montrer sa tronche dans On n'est pas couché. Comme ça, vous pouvez positionner le bonhomme. Bon, encore une histoire de taré. Encore une histoire de taré. Excusez-moi, j'ai la pub. C'est pour ça que je meuble. Je meuble pendant ce temps pour vous occuper en attendant de vous montrer la vidéo, de voir la tronchetta du type. Voilà. Premier écrivain français à avoir lu Mein Kampf dans son intégralité en allemand et qui a écrit un livre qui s'appelait Vue sur l'Europe. Voilà. Artistique extraordinaire. Alors en même temps, c'est paradoxal parce que souvent dans les interviews, vous dites. Donc, je ne sais pas si vous voyez à peu près qui c'est. Oh, voilà, la belle société parisienne, le grand théâtre, l'art français de Philippe Cobert. Donc, on peut regarder sur Wikipédia si vous voulez sa carrière. On est quand même sur un acteur qui a fait beaucoup de choses. Regardez, alors il y a des affaires, mais le cinéma, voilà, t'as une jolie collection de films quand même. Télévision, on a pas mal de choses. Et théâtre, voilà, acteur de théâtre, là, des pièces à ne plus savoir quoi en foutre. Alors, Philippe Cobert, qu'est-ce qui nous a fait, Philou? On a une affaire qui a explosé il y a peu. Je vous prends la base d'un article de l'Humanité du 3 janvier 2025. En décembre dernier, en décembre 2024, on a Libération qui a publié 2 témoignages de femmes, Agathe Pujol et Pauline Darcel, qui ont témoigné des abus subis avec Philippe Cobert. Enfin, des abus qu'elles ont subis, des abus commis par Philippe Cobert. Ce monsieur est poursuivi depuis février 2024 pour agression sexuelle, viol et corruption de mineurs. Je vais vous lire un peu ce que nous dit l'article de l'Humanité, qui nous rappelle le dossier du bonhomme, pour bien comprendre qui on a en face, pour bien comprendre ce qui est reproché à ce monsieur. Vous avez quelqu'un, pour prendre quelques faits d'armes, selon Libération, il aurait par exemple écrit par SMS à Agathe Pujol, au cours de la relation qui les a liés de 2010 à 2022, « Je te trouvais trop bonne. Ta maigreur de déportée me faisait mentalement bander. » Voilà, c'est écrit ici, dans l'article de l'Humanité. Je vous lis une autre chose. En 99, dans son ouvrage autobiographique Les carnets d'un jeune homme, dans lequel il revient sur sa vie sexuelle, l'homme concède déjà s'être masturbé sur des photos de victimes nues des camps de concentration. Voilà qui est le gars, en fait. Qui est le bonhomme. Mais lui, c'est la grande société. C'est l'élite. Donc, en fait, toi, t'es dépravé. Toi, le prolo, t'es un gros malade mental. Quand tu vas te branler sur des trucs à la con, quand tu fais des trucs de prolo qui sont pas bien, quand tu votes extrême droite, par exemple, t'es un gros malade. Bon, lui, il se branle sur les photos de déportés. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça, c'est l'élite qui fixe, en bon marxiste, la bourgeoisie, fixe la bonne morale. C'est normal, c'est comme ça. Donc la bonne morale, c'est ça, apparemment. Apparemment, c'est ça. Quand on avance un petit peu, pareil, il y a un autre fait d'armes qui est donné ici. Philippe Cobert n'aurait jamais vraiment caché les relations qu'il entretenait avec de très jeunes femmes. Il se serait même fendu de SMS dans lesquels il affirme « Matzneff dit la vérité, c'est merveilleux à 15 ans ». Donc, voilà où on en est. Et le cœur de l'affaire, et c'est là où il y a de quoi être grognon, voire très grognon, vous allez me voir venir, l'Humanité nous dit, après on va écouter les témoignages, l'Humanité nous dit, il n'aurait pas hésité, selon Agathe Pujol, à proposer ses services à des amis de confiance et même à se faire directement proxénète en les vendant, les femmes, pour quelques dizaines d'euros sur des sites de petites annonces en ligne tels que Viva Street. L'actrice, estimant qu'il avait fait d'elle sa chose, dénonce avoir été ainsi violée par des centaines d'hommes, décrivant précisément des scènes au cours desquelles l'acteur aurait participé pour assouvir ses fantasmes.
Donc, si tu veux, par rapport à l'affaire de Mazan, il y a match. Il y a match. Je vais vous montrer les vidéos. Et après, vous inquiétez pas, vous irez sur la farce tranquille. Là, je me fais concurrence tout seul. C'est pas grave, vous irez regarder après, vous inquiétez pas. Restez avec moi, je suis en direct. Oh. Je vous montre les vidéos des témoignages des deux plaignantes. Deux vidéos, vous allez voir, hein, pour aller un petit peu plus loin sur les révélations. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a emmené dans la chambre et je me souviens plus de ce qui s'est passé après. Et j'ai compris après coup que j'avais fait ce qu'on appelle une dissociation, parce que j'étais à la fois dans mon corps et plus dans mon corps. Mais c'est pour ça que j'ai porté plainte. C'est pour éviter qu'il puisse abîmer d'autres vies. Je m'appelle Pauline Darcel, j'ai 29 ans. Et entre 2011 et 2012, lorsque j'avais 16 à 17 ans, j'ai une relation avec Philippe Cobert, durant laquelle j'ai été victime de sa part de violences sexuelles. J'ai rencontré Philippe Cobert lors de la préparation d'un tournage d'un long métrage. C'était la lecture du scénario en amont. Et moi j'avais 16 ans, je voulais déjà faire du théâtre, donc j'étais un peu excitée à l'idée de découvrir les coulisses du cinéma. Et lui, il avait 61 ans. Au bout d'un moment, clairement, j'ai compris qu'en fait, ce qu'il attendait de moi, c'était plus une relation charnelle, en fait. Et moi, à ce moment-là, ça faisait déjà des mois qu'on communiquait, qu'il m'avait donné des films de lui à regarder, des livres à lire. Donc, je regardais Cobert, je lisais Cobert, je pensais tout le temps à lui. Et donc, au bout d'un moment, il y a eu un rendez-vous chez lui. Et c'est là que ça a un peu dérapé. Alors, le premier moment où il y a eu une violence sexuelle, c'est lors du deuxième rendez-vous. Voilà, ça c'est pour le premier témoignage. Je vous mets la vidéo du deuxième. Donc la deuxième plaignante, hein, Agathe Pujol. Regardez, tac. Hop, la maîtrise de l'Internet est assez bluffante. Et voilà, paf. C'est ça. Que sous prétexte de mythe 68 arts de liberté, j'étais devenue l'esclave. J'étais devenue l'esclave de ses désirs et de son obsession pathologique. Si j'ai décidé de témoigner à visage découvert aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin aussi de réhabilitation. Et j'ai besoin que cette histoire, qui est malheureuse et qui malheureusement me pèsera sur les épaules toute ma vie, servent à quelque chose. Servent à quelque chose pour toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, les jeunes femmes que j'ai pu rencontrer, qui tombent dans les mêmes pièges. Je m'appelle Agathe Pujol, j'ai 31 ans et j'ai eu une histoire longue de 11 années avec Philippe Cobert, un grand comédien. Et ça a été un supplice. Et aujourd'hui encore, je paye les préjudices de cette relation. Quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans, j'étais lycéenne. J'étais en option théâtre et lui il en avait 60, il venait d'en avoir 60. C'était le premier homme que j'ai rencontré et à qui j'ai laissé la possibilité de me toucher, mais qui en a profité pour lui m'imposer sa sexualité pathologique. Au départ, je ne voulais pas avoir de relations intimes avec lui parce que je pensais qu'il était trop âgé et c'est petit à petit qu'il en est venu à m'expliquer qu'on pouvait faire autrement, s'arranger. Il disait qu'il allait m'ouvrir pour que je puisse l'accueillir et que je devais lui offrir mon anus. C'est ce qu'il disait. Pour le premier plan qu'il m'a proposé, c'est comme ça qu'il appelait ses viols. J'avais 18 ans à peine, je venais vraiment juste d'être majeure. Il m'a ramené 2 personnes sans m'expliquer vraiment ce qui allait se passer, en me disant que j'allais aimer, que c'était ma découverte de la sexualité. Il m'a demandé de m'agenouiller dans son salon et là, ces 2 personnes sont arrivées et elles ont fait... Elles ont procédé à... Donc c'est comme ça qu'il m'a initiée en faisant venir 2 hommes que je ne connaissais pas et qui s'émerveillaient devant mon jeune âge.
Ah, bonne année, j'avais oublié le son. Allez, on va faire. Non, mais concentré, c'était bien là jusqu'à présent. Faites comme si tout va bien. Donc, sur cette affaire-là, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour faire du gossip, c'est pas pour faire de la presse people. Je pense que c'est un énième scandale pédocriminel, non seulement, mais un scandale, une fois de plus, patriarcal, si on veut, en tout cas d'agression faite aux femmes et d'industrialisation des agressions faites aux femmes par une personne des élites, donc protégée par ses collègues. C'est toujours la même chose, hein. On a eu Miller, on a ce monsieur-là, il y en a eu plein d'autres, il y en aura plein d'autres. Mais je veux vous dire deux choses. Il y a deux raisonnements par rapport à ça. Je veux pas, en fait, redire, si vous voulez, tout le temps les mêmes choses sur l'entre-soi, la protection, le fait que ce monsieur ne sera sûrement jamais devant la justice, que personne ne va le lâcher, et que nos élites, déclinantes, dépravées, se tiennent par les mains, si j'ose dire, et ne se feront pas tomber entre elles. C'est acté. C'est acté. Mais il y a deux réflexions que je trouve centrales et que je voulais vous proposer aujourd'hui par rapport à cette affaire Philippe Cobert. Déjà, c'est une affaire qui nous rappelle bien évidemment les procès de Mazan, enfin l'affaire de Mazan. Cette femme qui a été abusée par des dizaines, des centaines d'hommes à son insu, alors qu'elle était droguée par son mari, qui l'a proposée sur des sites de petites annonces. Donc on est sur quelque chose de sordide, hein, Madame Pellicot, quelque chose de sordide, dont le procès a été fait il y a peu. Cette dame courageuse qui a accepté que le procès ait lieu en public justement pour médiatiser l'affaire et faire parler de l'importance de lutter contre cela. Et à ce moment-là, on avait une mobilisation, rappelez-vous la tribune, hein, avec tout un ramassis de trompettes du showbiz qui était venu nous expliquer que voilà, hein, c'était le procès de la domination masculine, hein, le procès du patriarcat. On avait eu, donc, parmi les gens à qui je pisse allègrement au cul, on avait eu Guillaume Meurice, Wissem Belgacem, Gaël Faye, Gilles Lelouch, Edith Preto, Bruno Sanchez, Grégory Montel, Alex Ramirez, Martin Winkler, Kevin Razi, Walidia. Des gens, en tout cas sur ce comportement-là, tant qu'il n'y a pas une nouvelle tribune pour dénoncer Philippe Cobert, je leur pisse au cul, hein, sur ce comportement-là. Il y a des gens que j'aime beaucoup, il y a des artistes que j'admire, que je trouve très chouettes, mais en l'occurrence, là, c'est un comportement scandaleux. S'il n'y a pas d'autre tribune pour dénoncer l'un des leurs, c'est scandaleux. Mais pourquoi on peut rapprocher les deux affaires? Parce que déjà, c'est la même mécanique. Des femmes qui ont été proposées à leur insu, qui ont été utilisées comme des marchandises pour être abusées, violées. Voilà, je vous fais pas un dessin, vous avez compris avec les témoignages qui ont été donnés. Je vous invite à lire l'article et l'enquête de Libération pour bien comprendre tout ça. Mais ce qui en dit long sur notre société actuelle, c'est que, on le voit bien, plus que jamais, selon que vous soyez riche ou puissant, selon que vous soyez pauvre ou puissant, vous finirez blanc ou noir. Je connais pas mon La Fontaine sur le bout des doigts, mais c'est pas très grave. Vous avez compris l'idée. On a, une fois de plus, une démonstration parfaite, pure et parfaite, chimiquement pure, d'une inégalité de traitement. C'est-à-dire que l'affaire Mazan, comme ça se passe chez les prolos, on peut leur en mettre plein la gueule. Parce que, et je vais être très cru, hein, je vais vous le dire tout de suite, parce que je vais utiliser des gros mots, il faut être policé par moment, mais quand j'ai envie de ne pas l'être, je vous le dis. Au moins, s'il y a des enfants, d'ailleurs, normalement, il n'y a pas d'enfants quand on parle d'enquête comme ça, vous les éloignez et je vais être un peu vulgaire. D'ailleurs, pas vulgaire, parce qu'étymologiquement, c'est du peuple. Donc, je vais être un petit peu grossier. Voilà, je vais être un grossier personnage. Un gros grossier. Voilà. Quand des prolos s'enculent, nos bourgeois sont les premiers à faire des leçons. Parce que, bon, vous comprenez, des bourgeois qui s'en mangent, ça se fait pas. Il y a un côté zoo, il y a un côté observation des bons sauvages, comme disait Malraux. Quand tu as des chimpanzés qui s'en mangent dans l'enclos et qu'il ne faut pas qu'ils s'en mangent, facilement, tu vas leur mettre des coups de bâton. Et encore, les chimpanzés, il faut se méfier. Mais quand c'est des lions qui s'enculent, là, par contre, non, tu n'y vas pas. Tu les laisses faire. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les procès de Mazan, on avait notre intelligentsia, comme on dit, on avait les membres de nos élites qui avaient fait une jolie tribune dans Libération pour dire « Ah, vous avez vu quand même, l'affaire Pellicot, c'est bien la preuve que les hommes sont des méchants et que chez les prolos, si on les éduque pas, si on les encadre pas, ils vont tous s'enculer. » C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les prolétaires, étymologiquement ceux qui n'ont que leur descendance ceux qui ont leur descendance pour seule richesse, leurs enfants pour seule richesse,
il faut les éduquer. Ce sont des bons sauvages. Il faut leur expliquer que non, on ne viole pas sa femme. On ne fait pas violer sa femme. Donc on va faire des tribunes. On va faire des articles. On va faire des reportages pour dire, vous avez vu, les prolos, quand ils font ça, c'est pas bien. Vous pouvez pas faire ça, les prolos. C'est pas bien. On s'engueule pas comme ça. C'est pas bien. Et toutes les affaires d'agression qui ont lieu chez les prolétaires, là, on fait des leçons. Là, nos médias font des leçons. Nos médias font des tribunes, font des articles avec cette vertu civilisationnelle presque, où on va expliquer aux couches basses de la société que dès qu'il y a des affaires d'agression sexuelle, en réseau ou pas, dès qu'il y a des abus médiatisés, on va avoir comme ça les bonnes valeurs bourgeoises qui vont arriver à dire ben non, on fait pas ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces belles valeurs bourgeoises, ces mêmes bourgeois se torchent avec quand c'est un de leurs collègues qui encule ses autres collègues. C'est très intéressant. Là, sur l'affaire Philippe Cobert, on a, comme sur l'affaire Gérard Miller, et j'en passe, parce que le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'on oublie. Ce qui est intéressant, c'est que quand il s'agit d'un membre de l'élite, qu'elle soit culturelle, politique, financière, économique, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme la pédophilie à l'époque. Le bourgeois, si vous voulez, qui sodomise son élève de 15 ans, c'est pour lui transmettre la connaissance. Le prolo qui fait ça, c'est un serial killer qu'il faut mettre derrière les barreaux. Ça n'a pas beaucoup changé. Depuis l'Antiquité, ça n'a pas beaucoup changé. L'affaire Mazan est l'illustration d'un système de domination patriarcale terrible qui sévit dans les provinces et dans la France reculée. L'affaire Cobert est une amourette de jeunesse qui a été mal comprise par la France. Voilà, ni plus ni moins. Et là, on n'a pas de tribune. Là, on n'a pas d'article pour nous expliquer les vertus civilisationnelles du non-enculage. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'article pour nous expliquer que, ben non, les bourgeois, on s'encule pas entre eux. On n'encule pas les enfants de ses collègues bourgeois, ça marche pas comme ça. On les fait pas pratiquer le coït avec des gens qu'ils ne connaissent pas, et alors que ces pauvres gosses sont encore mineurs, ces pauvres jeunes femmes sont encore mineures. On fait pas ça. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article pour nous expliquer, alors que dans l'affaire Mazan, on nous disait que finalement l'affaire Mazan était le reflet de ce qui se passait dans la tête d'à peu près tous les hommes de la France reculée qui avaient tôt ou tard envie de violer des femmes. Et quand ça arrive dans les élites, on n'a pas d'article pour nous expliquer que l'affaire Cobert est la preuve que tous les hommes dans les élites, dans nos élites bourgeoises, ont tôt ou tard envie de sodomiser leurs collègues actrices. C'est bizarre, ça n'arrive pas. Il n'y a pas, si vous voulez, d'universalité du fion. Chez les bourgeois, il n'y a pas. Il y a pas. Non, cherche pas, il n'y a pas. Parce que sinon, tu tomberais dans un discours qui serait celui du tous pourri, et qui n'est pas concevable en démocratie. Par contre, tous pourris chez les prolos, ça c'est possible. Ça c'est possible. Parler de masculinité toxique universelle chez les prolos suite à l'affaire Mazan, ça tu peux. Parler de masculinité toxique chez les bourgeois suite à l'affaire Cobert, tu peux pas. Donc, vous avez compris l'idée, je ne vais pas faire 3 heures là-dessus. On peut passer rapidement sur la couverture qui est faite, mais qui est un mécanisme d'entre-soi, qui d'ailleurs, il faut être honnête intellectuellement, est un mécanisme d'entre-soi qu'on a retrouvé dans le procès de Mazan. C'est-à-dire que les victimes, les coupables, lapsus idiot, les coupables, entre eux, essayaient de se tenir avec des argumentations qui étaient plus ou moins les mêmes pour éviter de faire tomber un système où, si un s'en sort, il peut couler les autres. Donc, il y avait un entre-soi qui s'est retrouvé dans les justifications des coupables. Donc cet entre-soi, il est presque anthropologique. On défend les gens qui nous ressemblent. C'est terrible, mais c'est comme ça. Après, on peut y mettre un jugement moral et dire c'est bien, c'est mal, mais c'est comme ça. Il y a un entre-soi où les gens se tiennent, se défendent entre gens d'un même milieu. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Parce que cette affaire, elle nous rappelle la mécanique de l'affaire Matzneff et de bien d'autres affaires. Dans la mesure où, moi, un élément qui me choque, et je n'ai pas encore la chance d'être papa, j'ai pas d'enfant pour l'instant, et j'aimerais beaucoup en avoir un jour. Pour l'instant, j'en ai pas, donc je parle de choses que je connais pas vraiment. Qu'on soit clair, c'est important de le rappeler. Mais moi, ce qui me marque dans ces affaires-là, c'est de dire, mais où sont les parents ? Dans l'affaire Springora, Vanessa Springora, qui écrit ce livre qui s'appelle Le Consentement, où elle dénonce la relation qu'elle a eue avec Gabriel Matzneff, pédocriminel notoire déjà à l'époque, tellement notoire qu'il l'écrivait dans ses bouquins, qu'il était connu pour ça. Donc
Comme Marc Lévy, il écrit de la merde, tout le monde sait qu'il fait de la merde. Bon, ben voilà, dans 50 ans, il fera de la merde. Voilà. Matzneff, quand on lit le truc de Vanessa Springora, elle a 14 ans quand elle entre en contact avec Matzneff, et presque sa daronne, qui baigne dans le milieu bourgeois culturel, je crois qu'elle était, éditrice, si je dis pas de conneries, sa daronne n'y voit aucun problème. Presque elle l'encourage. C'est dit dans le livre, c'est montré dans le film, qui a été l'adaptation avec Jean-Paul Rouve. Donc moi, c'est le premier réflexe que j'ai quand je vois ce genre d'affaires, quand tu as des mineurs qui sont abusés comme ça dans un milieu, en l'occurrence un milieu bourgeois où règne l'entre-soi, mais pourquoi les parents ne disent rien? Comment peuvent-ils livrer la chair de leur chair sans rien dire? Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose, et c'est que mon analyse, là encore les amis, hein, je prends des pincettes, c'est pas une vertu de vous expliquer la vie, c'est que mon avis en tentant de trouver quelque chose de cohérent entre ces affaires-là. Je pense que entre l'affaire Matzneff, l'affaire Cobert, ces affaires-là, en fait, où des jeunes sont mis entre les mains de prédateurs sexuels et que les parents, dans un délire idéologique post-68 art, se disent que d'une certaine manière, ça va contribuer à la libération de la sexualité, que leur gosse se fasse enfiler par des prédateurs, je pense qu'il y a un lien avec la promotion de l'idéologie liée au changement de sexe dans nos élites bourgeoises. Et je le redis, tout ça n'a pas de valeur morale. Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal. Je pense qu'il y a un lien dans cette volonté en fait, de pousser une idéologie qui est d'abord une idéologie bourgeoise. En l'occurrence, mai 68, la libération sexuelle était sociologiquement, sur le plan socio-démographique, d'abord une révolution bourgeoise. La révolution sexuelle était d'abord portée par, on va dire, les CSP+, CSP+, de l'époque, en tout cas les classes plutôt aisées, qui voyaient dans la libération sexuelle une avancée nécessaire de la société, là où les prolos se demandaient comment bouffer à la fin du mois. Donc je pense qu'il y a un lien, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut qualifier de réification du corps, de chosification du corps, qui était mai 68. La libération, c'était la libération sexuelle, c'était chacun peut jouir de son corps comme bon lui semble, comme on jouit d'un objet qui nous appartient. On retrouve cette dynamique dans la promotion du discours transgenre aujourd'hui, ou transgenriste, hein, chacun met ce qu'il veut, où chacun est libre d'user de son corps, puis de le transformer. Enfin, d'user et ou de le transformer, de changer de sexe, et la société doit donner les moyens. La promotion du transgenrisme se fait dans les élites bourgeoises, une fois de plus. Pas seulement, pas à 100%, on est d'accord qu'il y a de la nuance, hein, vous connaissez la maison, on en a dans toutes les couches de la société, mais on le retrouve majoritairement dans des discours qui sont bourgeois. Quand t'as pas à bouffer, ce que tu as entre les jambes n'est pas forcément prioritaire. En tout cas, je pars de ce principe-là, qui est peut-être erroné, mais je pars de ce principe-là. Et donc, ce qui est intéressant dans l'affaire Matzneff, dans l'affaire Cobert, dans tout ça, c'est que vous avez des gens qui se réveillent aujourd'hui, des gens de cette société-là, des couches de cette société-là, et qui se disent « Mais mon Dieu, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'était horrible. Mais en fait, comment on a pu accepter que notre gosse se fasse enfiler par Matzneff en trouvant que c'était super parce qu'on adorait ses livres? Comment on a pu pousser nos jeunes filles à aller avec Gérard Miller, les parents qui savaient qu'il y avait des relations avec des gens comme ça, et qu'ils n'ont rien dit? Et je pense que c'est le problème de ces idéologies dont on refuse de mesurer la complexité. Je mets une parenthèse là-dessus pour être précis sur les nuances. Je ne critique pas l'entièreté du courant transgenre. Au contraire, il y a des gens qui naissent dans le mauvais corps, qui ne se sentent pas dans un bon corps. Et c'est le rôle de la société de les accompagner et de donner les moyens de trouver une solution à cette situation intime, qui est une situation intime. Et je respecte hautement les gens qui vivent ça et qui ont besoin d'assurer cette transition, d'avoir les moyens d'assurer cette transition. C'est nécessaire que nos sociétés permettent cela, qu'elles le permettent, mais qu'elles l'encouragent. Pour moi, c'est différent. On rentre dans une promotion de ce qui est un problème intime. Et on s'adresse à des gens, typiquement les adolescents, qui sont dans la construction de leur identité, et donc au moment où ils sont le plus perméable à ce genre d'idées. Donc je dissocie bien la nécessité que nos sociétés permettent ce genre de choses, et je dissocie la promotion de ces idées-là. C'est ce qui est dangereux. C'est sur ça que je trouve que la promotion du transgenrisme est dangereuse. Qu'on s'entende bien, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc j'ai quand même l'impression que dans cette forme de décadence bourgeoise
avec ses idées, hier, la libération sexuelle, aujourd'hui, le transgenrisme, plus largement le courant woke, si on veut le mettre dans cette grande case, est la preuve que la bourgeoisie a peut-être un peu conscience, au fond, la bourgeoisie pour parler en marxiste, mais les classes sociales élevées, nos élites, si vous voulez, dans un coin de leur cerveau, ils ont bien conscience que certaines de leurs idées, de leurs convictions, de leurs idéologies, sont des turpitudes qui ne sont pas universelles. Mettre ton gosse entre les mains d'un pédocriminel notoire, je pense qu'à un moment donné, tu gamberges. Tu te dis, tiens, est-ce que je suis pas une merde ? Et donc je pense que, et ça c'est un mécanique marxiste classique que j'ai absolument rien inventé, et qu'on retrouve également chez quelqu'un comme Michel Clouscar, hein, je vous invite à lire les bouquins qui sont formidables, la bourgeoisie a besoin que ces turpitudes, ces idées, qui par moments sont des turpitudes, et elle le voit, elle le sait, elle le sent, elle a besoin que ces turpitudes soient partagées par tout le monde pour y aller pleinement. C'est-à-dire, il faut faire la promotion des turpitudes de nos élites pour leur faire croire que ces idées sont universelles et donc qu'elles sont normales. Et voilà la société avec laquelle on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve avec ce genre d'affaire Philippe Cobert. C'est-à-dire que tout le monde s'encule chez les bourgeois. Je vais à grande résonance, tout le monde ne le fait pas, vous avez compris, on n'est pas chez BFM TV. Hein. Vous êtes intelligent, je le sais, donc voilà. Il y a ce genre d'affaires dans les classes bourgeoises, aussi dans les classes basses de la société, on est d'accord. Là, on parle d'affaires dans les classes hautes. Mais on s'en rend compte seulement maintenant. Là, l'affaire Cobert, ça remonte à 10, 20 ans, certains abus. Et seulement maintenant, nos bourgeois se réveillent, font des articles dans Libé en disant « Mais en fait, c'est pas normal. » Ben non. Mais combien de gens le savaient ? Toujours cette logique de réseau, d'entre-soi. On le disait tout à l'heure avec l'affaire Puff Daddy, on a toujours cet entre-soi qui se tient, mais qui n'ignore pas. Donc, ils ne sont pas légitimes à aujourd'hui se réveiller en disant « Ah oui, j'ai tout vu, effectivement, c'est pas bien. » D'où la nécessité d'aller taper sur les prolos. D'un côté, on va se donner bonne conscience en disant il n'est pas normal que les prolos s'en mangent. Nous, on fait des tribunes. Vous avez vu, on dit que c'est pas bien. On est conscient que c'est pas bien. Mais une fois que la tribune est signée, on va voir Philippe Cobert sur les planches en sachant très bien que ce monsieur est une ordure dernier degré. C'est ça aussi, le fonctionnement idéologique de notre bourgeoisie, c'est ça, de nos élites, c'est ça. C'est-à-dire, quand ils veulent se donner bonne conscience, si on regarde, il y a toujours un aspect très marxiste dans leur volonté de se donner bonne conscience. Il y a un lien avec les classes sociales. C'est-à-dire qu'on va taper sur les prolos avec l'affaire Mazan, et puis on va taper un petit peu sur l'affaire Weinstein qui touche des élites bourgeoises, mais c'est vraiment que Weinstein. Et tous les gens autour de lui, personne ne le savait. Personne n'était au courant. Donc on y va vraiment à dose homéopathique sur ça. Donc vous voyez qu'il y a toujours une différence entre la facilité qu'on a à taper sur les couches basses de la société quand il y a des affaires de mœurs et l'absolue précision qu'il faut quand on parle des élites bourgeoises. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Je suis parti un peu dans un raisonnement. J'espère que c'était clair. Dites-moi si c'était confus, avec plaisir, parce que je m'emballe. J'essaie d'être précis là-dessus. Mais je trouve ça très important et très intéressant, ce qui se passe avec l'affaire Cobert. Il est important de le dénoncer pour ce que c'est. C'est-à-dire, une fois de plus, un scandale d'industrialisation des violences faites aux femmes. Une fois de plus, on n'a personne de nos féministes de plateau qui se... Voilà, Sandrine Rousseau, on n'a pas de nouvelles. Voilà, comme d'hab, comme d'hab. Donc c'est dire à quel point ces néo-féministes de plateau sont des trompettes, sont des pompes à vélo. Et je le dis, non pas en leur qualité de femme, qui n'est pas d'ailleurs une qualité en soi, qui est une donnée naturelle. Je le dis en leur qualité d'intervenantes médiatiques et ou politiques. Donc évidemment, je leur pisse au cul. Je pisse au cul de ce qu'elles incarnent en tant qu'intervenantes médiatiques et ou politiques, pas en tant que femmes, naturellement. Parce que moi, je veux bien qu'avec ce que je viens de vous dire là, on m'explique que je suis sexiste, voire que je suis dans la détestation des femmes, pas plus que Sandrine Rousseau qui choisit les scandales liés au patriarcat, qui les choisit en fonction des couches sociales qui sont concernées. Il y a aussi énormément de misogynie dans les comportements de ces féministes de plateau. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette affaire Philippe Cobert. C'est un coup de gueule, c'est un instant grognon, mais je voulais essayer de vous le proposer de manière structurée
pour essayer d'amener une réflexion et pas juste être dans ouais, c'est tous des cons, les bourgeois, c'est pas bien. Je veux juste, c'est l'idée de juste milieu, vous le savez, c'est pas toujours très précis, hein, vous m'envoyez, désolé, mais j'essaie de vous proposer des réflexions pour ne pas juste être dans la colère contre un événement, ne pas juste regarder des événements en disant ah ben c'est des cons, tous pourris. Bon ben voilà, mais une fois que tu éteins la télé, il se passe rien. Comment on peut tenter d'interpréter ça ? Comment on peut essayer d'y trouver une justification, une explication, et en sachant très bien que ça n'est pas parce que je vous dis ça qu'on est forcément du bon côté du manche. Hein. C'est aussi la capacité à la critique, donc la mise en crise étymologiquement, et la capacité à l'autocritique. Hein, qu'on soit bien d'accord. Demain, il se passe la même chose. Je dis n'importe quoi. Enfin, je ne vais pas donner de nom parce que ça n'existe pas. Mais demain, il se passe la même chose avec quelqu'un des médias alternatifs, on va dire. Je dis n'importe quoi. C'est pas le cas. Hein, j'ai aucune idée en tête qu'on soit bien d'accord. Mais demain, il se passe quelque chose avec une personnalité des médias alternatifs. On va voir si je suis cohérent. Si j'ouvre ma gueule en disant, ben voilà, X a fait ça, c'est scandaleux, c'est un salaud, il faut le dénoncer. Ou si je ferme ma gueule. Parce que c'est l'entre-soi. C'est aussi ça. Faut pas juste être dans le beau rôle de dire on fait des leçons de morale, on fait des grands raisonnements, on parle étymologie et Marx, puis derrière, il y a Bubule quand il s'agit d'aller dénoncer les copains. J'essaie aussi d'être rigoureux dans ma démarche et on verra dans les moments où si ça arrive un jour, j'essaie d'être rigoureux aussi là-dessus. Et vous voyez, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans des moments où je me prends la tête avec des gens comme Éric Morillo, par exemple, que j'embrasse, que je salue, il n'y a pas d'animosité, puis je m'en cire. Hein. Mais bonjour à lui, cher Éric. Mais c'est important pour moi d'être rigoureux, même quand il s'agit de notre camp. C'est aussi ça l'engagement de juste milieu. C'est pas parce que on est censé être du même bord qu'on doit être moins rigoureux, moins honnête intellectuellement. Et voilà pourquoi il y a eu cette petite passe d'armes avec Éric Morillo sur Twitter. Rien de bien grave, mais il faut tenir la ligne. Voilà. Et puis je l'embrasse et je le salue. Il y a pas de... moi, je suis une bonne patte. Hein. Moi, je suis une bonne patte. Hein. Moi, voilà, hein. Pas de problème. Donc je pense que c'est important. C'est important et c'est la ligne que j'essaie de défendre. Les amis, voilà. 18h26, les copains, j'espère que ça vous a plu, une émission un peu fleuve ce soir, j'espère que ça vous a plu, j'aime bien essayer de vous proposer comme ça des séquences d'actualité avec des réflexions derrière, avec des données. Dites-moi si ça vous a plu, si c'était trop compliqué, trop long, trop chiant ou pas, dites-moi ce que vous en pensez les amis, c'est important pour moi, c'est l'idée de la maison. El Maréchal qui dit t'es un bon gars, merci camarade. Louli qui dit merci le chat. Top pour Antoine John, Rémi au top pour Blueby 3. J'ai l'impression c'est un plébiscite. Non, bien Rémi, nous dit Louli. C'est très bien, pour il n'y a plus de saison. Voilà, même il n'y a plus de saison, il est détendu aujourd'hui. Bisous camarade, j'espère que tu vas bien. Patoche Guadag, j'embrasse, comment tu vas? Coucou Rémi, Justin Béco, j'écoute le replay après, bisous à toi, ma Patoche. Marcel Zoro qui dit tu as raison sur le cas Morillo. 20K91, c'était top, dur mais nécessaire. Oui, c'est sujet pas fastoche. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai pas mis. Demain, on fait un truc plus léger. Demain, on parle médicaments anti-rhume et Covid-19. Et je vais vous montrer une vidéo que j'ai envie de voir avec vous, que j'ai pas vu encore, mais qui va être très intéressante. Donc voilà, je prépare à l'avance. En 2025, je suis rigoureux. Attention. Donc voilà les amis. Ce qu'on va faire les copains, c'est que je vous donne rendez-vous dans 30 minutes. 30 minutes, je serai sur radiolibre.ch. Hein, c'est un média indépendant suisse qui fait un super boulot. Et vraiment, c'est des types, des bénévoles qui sont super sympatoches d'ailleurs. Et qui font un très bon boulot, qui font ce qu'ils peuvent. Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup moins de monde. Hein. En plus, Suisse francophone, c'est un petit noyau de gens. Et ils font ce qu'ils peuvent pour dénoncer ce qui se passe, pour faire le boulot de médias alternatifs en Suisse de manière bénévole. Et je passe chez eux ce soir. On va discuter pendant 1 heure ce soir. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis au moins, partagez le lien, pour leur filer un coup de pouce. C'est important, faire parler de radiolibre.ch. Donc rendez-vous à 19h, c'est ce soir. Moi, je vais me poser, je bois un coup d'eau, toujours, on est rigoureux. C'est normal. Et puis voilà, pour être en forme pour l'émission dans 30 minutes. Voilà, merci d'avoir été là, les amis. Je vous renvoie également vers la farce tranquille. En attendant, si vous êtes en manque, de moi-même, ce qui peut arriver, ce qui est effrayant, mais ce qui peut arriver, je vous mets le lien de la farce tranquille, les amis. N'hésitez pas à partager, là encore, sur les réseaux. Rendez-vous demain, 16h45, le Juste Bistrot. Et puis voilà, j'ai que ça qu'à vous dire. Passez une excellente soirée. Merci d'avoir été là, les amis. Nombreux, vous êtes de retour en pleine forme. Et moi aussi, on lâche rien, on est tous ensemble, on se fend la gueule. Je vous embrasse, je vous aime. Vive la France, vive la rigolade.